Bonjour, c'est Damien Osencio sur Athlètes Mondiaux, je suis coach de saut à la perche. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde, aux meilleurs athlètes et aux meilleurs coachs. Car cette semaine, je vous propose un nouvel épisode hors série. Après Laurent Mevely il y a quelques mois, je reçois Damien Inocencio, coach de saut à la perche. Damien a accompagné Renaud Lavillenie jusqu'au titre olympique en 2012. Il entraîne désormais l'équipe nationale de Chine et a aussi notamment travaillé avec les équipes de Suède et de Suisse. Vous allez l'entendre, nous avons abordé beaucoup de sujets dans cet épisode. Je sais que vous aviez apprécié ma conversation avec Laurent Mevely et j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Bonne écoute. Salut Damien, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Merci pour l'invitation. Avant de nous parler de ton expérience de coach, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de perchiste ? Damien le perchiste, il a commencé quand ? Damien le perchiste, il a commencé, il avait 9 ans. J'ai suivi mon frère qui faisait de la perche une année avant, qui était extrêmement doué. Je suis arrivé à la perche comme ça en le suivant et on s'est amusé. On avait un coach qui était fantastique, qui était Joël Bailly, qui était un grand éducateur et animateur qui nous a transmis cette passion. Et du coup, on a pu continuer comme ça pendant des années. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à grimper, à sauter au niveau national. J'ai sauté 5,42 m. J'ai fait plein de petits meetings et de championnats de France qui étaient super sympas. Et petit à petit, je suis parti du côté entraînement avec des petits jeunes du club quand j'avais 21 ans. Et de fil en aiguille, ces gamins, ce groupe-là a gagné plein de médailles au championnat de France. Après, ils sont rentrés en équipe de France. Et voilà, après, petit à petit, je suis arrivé au niveau international et ça a continué jusqu'à ce que je sois entraîneur de l'équipe nationale de Chine. Qu'est-ce qui t'a plu au début à la perche ? Tu te souviens de ton premier saut ou des premières sensations, ce qui a fait que tu as accroché ? Déjà, je pense le coach. Le coach avait une façon de faire, c'était la fête avec les copains. Et le côté où c'est marrant, on vole, c'est pas vraiment naturel de courir avec une perche, mais le côté fun de sauter, essayer d'aller un peu plus haut et se challenger avec les copains, essayer de prendre un petit peu plus de levier que l'autre, une perche un peu plus dure, sauter plus haut, le côté où on se chambrait entre nous. C'était retrouver une bande de copains et retrouver un coach fantastique. Qu'est-ce que tu as appris de particulier avec ce coach ? La pédagogie, transmettre une passion. J'ai appris à chaque fois que j'étais sur un stade, à être souriant, à être heureux et à partager avec tout le monde. Ton frère faisait de la perche, ta femme, Marine Poissonnier, a fait les Jeux Olympiques. Il y a une densité de perchistes dans ta famille quand même assez impressionnante par rapport à une famille moyenne. Mon frère est marié avec une ancienne perchiste aussi. La jumelle de ma femme était perchiste, c'est une poissonnier qui est en équipe de France aussi, qui a été longtemps avec un ancien perchiste. C'est vrai qu'on s'est retrouvés dans la perche, mais on ne parle pas de perche. C'est pas quelque chose à table, on n'en parle pas. Ça fait partie de notre histoire. Mais c'était surtout une émulation et vraiment une bande d'amis qui s'est retrouvée. Et après, on a été un peu plus loin que l'amitié, mais c'est vraiment ce côté de partage. On partageait les stages, on partageait les restaurants, les entraînements, les moments durs de la vie, les études aussi, parce que ma femme était dans la section sportive de Blaise Pascal avec moi. On s'est rencontrés, on a partagé beaucoup de choses et de fil en aiguille, ça a été un peu plus loin. Tu disais que tu as un record à 5,42. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon coach de saut à la perche sans avoir été perchiste soi-même ? Sans avoir été perchiste, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a quand même des sensations, parce qu'il y a le matériel, il y a plein de choses à assimiler, mais on peut parfaitement l'assimiler. On a des très très bons exemples, aussi bien Petrov qu'à l'époque Maurice Souvion, que Perrin. Les anciens entraîneurs n'ont pas sauté à la perche, ou ont sauté à la perche en métallique et n'ont pas connu la perche, les perches qui pliaient. Et c'est pas pour ça qu'ils ont été mauvais. C'est eux qui ont écrit les plus belles histoires de notre sport. Donc je pense que t'as pas besoin d'être perchiste. Je pense que c'est mieux d'avoir pratiqué. Et au fond, je pense qu'il vaut mieux être un perchiste laborieux qu'un perchiste talentueux. C'est mieux d'avoir été dans ta pratique, avoir été quelqu'un qui n'était pas hyper talentueux, que ça ne brûlait pas les doigts, et avoir été obligé de déjà réfléchir sur ta propre pratique avant d'essayer de transmettre, parce que c'est pas parce que tu es talentueux que tu as compris la pratique. Si c'est pour faire un copier-coller de ce que tu faisais, ça sert à rien. Ouais. On dit souvent qu'il suffit pas d'avoir été bon athlète pour être bon coach. Quelqu'un comme Mondo, c'est tellement facile pour lui qu'il aurait peut-être des difficultés à expliquer à quelqu'un qui n'a pas de talent. Oui, ils vont pas comprendre comme lui, ils vont pas réfléchir comme lui. Et est-ce qu'il va avoir l'ouverture d'esprit et cette mécanique d'essayer de se mettre à la place de l'autre?
d'avoir cette empathie et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour le transmettre, pour débloquer un athlète aussi bien techniquement que physiquement que psychologiquement, parce que le psy fait une grande part de la performance. Oui. Tu sautes encore parfois? Oui, bon, j'ai eu quelques petits pépins de santé ces dernières années, mais je saute encore. Là, j'ai ressauté il y a pas longtemps. Je m'amuse. Bon, ça ressemble pas vraiment à du saut à la perche, on va dire, surtout par rapport aux athlètes que j'entraîne. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. L'été dernier, là, j'étais en Chine pour une compétition avec Ruching, l'athlète que j'entraîne, et je me suis amusé à faire une petite compète contre les filles de son groupe sur de la perchagie du jeu, mais ouais, c'est la passion. Je pense que de toute façon, tant que je pourrais marcher, si je vois une perche, ben, je vais essayer de sauter avec, au moins monter sur le tapis. Et toi, t'as jamais eu de tapis dans ton jardin? Quand j'étais gamin, non. J'ai des bouts de tapis qui traînent et mes enfants jouent, mais c'est du jeu. Ils font pas du saut à la perche. Mon fils fait du tennis et ma fille de l'escalade, mais ils ont toujours été dans les stades, ils se sont amusés. Leur préférence va sur d'autres sports, donc je laisse faire, mais il y a un bout de mousse et des vieilles perches cassées qui traînent. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es le même coach qu'à tes débuts? Non, non, et c'est la beauté d'être entraîneur. Je pense il y a la flamme, il y a cette envie et j'ai mon style, comme un perchiste peut avoir son style, un entraîneur aura son style. Ça, je l'ai gardé, mais je pense qu'un entraîneur a cette chance de pouvoir apprendre toute sa vie. Donc, ce que je pensais être juste ou mes idées que j'avais quand j'avais 21 ans, maintenant j'ai appris, j'ai côtoyé des grands entraîneurs, j'ai côtoyé des grands athlètes et la vie m'a appris certaines choses. Donc, je pense que dans la vie, on évolue tout le temps quand on est entraîneur et que c'est une erreur si on arrête. Donc, je suis pas le même, mais j'ai gardé mon âme. Je pense avoir gardé mon âme et j'ai gardé la philosophie de départ et ce que je suis. Dans une interview, je t'ai entendu dire qu'à un moment, quand tu as commencé à être connu comme coach, certaines personnes t'avaient dit qu'il fallait peut-être être plus sérieux, arrêter de plaisanter, etc. En tout cas, peut-être en public, les gens qui te connaissent, ils sauront de quoi je parle. Et que finalement, quand tu avais essayé de changer, tu t'étais rendu compte que tu n'étais pas heureux, que tu n'étais plus toi-même, et donc tu avais Oui, arrêté d'essayer de changer. oui, tout à fait. Quand ça a commencé à perfer, en 2008, 2009, ça a commencé vraiment à perfer fort. Il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, bon Damien, maintenant, t'es plus un petit entraîneur club, tu entraînes en équipe de France, tu as un statut. Maintenant, il faut que tu te tiennes correctement, on va dire. Tu arrêtes de faire les blagues un petit peu, les blagues pourries, comme dirait ma fille, les blagues à papa. Et c'est vrai que je me suis posé, je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que maintenant, bon, faut arrêter de faire le guignol. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement, au bout un mois et demi, ben, le groupe vivait plus pareil. Les athlètes ils perdaient un petit peu la flamme, ils perdaient cette joie de s'entraîner, ils voulaient être pro. Et moi, en fait, j'arrivais au stade je portais un fardeau parce que j'étais plus moi-même. Donc, j'ai enlevé cette espèce de costume qui m'allait pas et j'ai réenfilé le mien et j'ai continué comme j'étais. Et je me suis dit, c'était pas la peine d'écouter les gens. Mais c'est le même problème qui vient aux athlètes. Beaucoup d'athlètes, quand ils arrivent à un certain niveau, on va dire, ils ont 18 ans, ils rentrent en équipe de France junior, on leur dit, maintenant on passe pro, on va s'entraîner comme des pros, un peu plus pro. Et en fait, ils partent, ils arrivent à l'entraînement super sérieux, ils arrivent même à l'heure, ils font tout extrêmement sérieusement et chaque entraînement, ils se mettent la pression et ils oublient d'être eux-mêmes. Et souvent, c'est là que ça se casse la gueule. Ce que je leur demande, c'est de garder leur âme d'enfant. Le sport, c'est du jeu, c'est du plaisir, et si tu perds cette flamme, tu n'iras jamais loin. Donc, reste comme tu es, sois un enfant, et souvent, les athlètes, j'en discutais pareil avec la chinoise et avec Seito, le japonais cet été, je leur disais, mais vous mettez la pression, vous voulez absolument réussir. Oui, on prépare un championnat du monde, on espère faire des finales, voire des médailles aux Jeux Olympiques, mais rappelez-vous pourquoi vous avez fait du saut à la perche au départ. Vous devez arriver à l'entraînement avec cette envie et vous devez ressortir avec le sourire et le plaisir. C'est la première chose. Quand tu as ça, après tu peux progresser. Si tu arrives, tu vas à l'usine, c'est fini. Donc je fais en sorte de rester comme je suis. Si ça colle pas avec l'athlète, tant pis. Mais je vais pas changer avec l'athlète, je vais pas changer pour les médias, je vais pas changer tu comprends parfaitement qu'en travaillant avec la fédération chinoise, ils sont un petit peu moins fun que moi. Et j'ai décidé de pas changer pour eux. Et si ça marche pas, j'irai voir ailleurs. Comment tu progresses comme coach?
Est-ce que c'est juste l'expérience, les erreurs qui te font apprendre? Est-ce que tu continues à te former? Est-ce que tu discutes avec d'autres coachs? Comment tu progresses? Alors, me former, non, parce que j'ai pas le temps. Je discute beaucoup avec les autres coachs. J'adore discuter avec les coachs de différents pays. Bon, faut qu'ils maîtrisent le franglais. C'est toi qui l'as dit. Ah oui, bah là, oui, là, de toute façon, je peux pas le nier, hein. Même Google arrive pas à me traduire. Donc, c'est échanger avec, mais pas que les coachs, avec des managers, avec tout le monde. Et c'est prendre des bouquins. J'aime bien bouquiner tout ce qui est sport et vie, tout ce qui est les bouquins de psy et toutes ces choses-là. Mettre mon nez dedans, sans me mettre à fond dans l'étudier, mais le lire et ouvrir l'esprit. Et j'aime bien aller aux conférences d'autres personnes. J'aime bien, je m'installe et je regarde. Et j'adore être sur une compétition, me poser derrière un autre entraîneur. Ça peut être une compétition, la Coupe des spécialités en France avec des jeunes filles qui sautent de 80, et écouter juste les consignes de l'entraîneur pour essayer de comprendre, pas me dire bah ouais, ce qu'il dit c'est nul ou c'est bien ou c'est pas bien. C'est écouter ce qu'il dit et regarder le résultat et me dire bah ça a marché, ça n'a pas marché. J'avais adoré m'installer derrière Georges Martin, un grand entraîneur français qui a entraîné sur Bordeaux, qui a entraîné Pierre Quinon, et me mettre derrière parce qu'il a une vision qui était complètement différente de la mienne. Et j'adorais me mettre derrière et juste écouter et me dire bah tiens, il fait, moi j'aurais, je sais pas, moi j'aurais dit à mon athlète de reculer, lui il dit de se rapprocher, il dit ça, tiens, et je regardais le résultat et j'essayais de comprendre et bah, ça t'ouvre l'esprit. Et je me dis qu'il n'y a pas de mauvais ou bon coaching, il faut regarder et on voit ce que ça donne. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi dans le coaching une part de feeling? Je pense il y a une question de feeling. Moi, il y a un truc où, quand les athlètes, quand ils sautent, je ressens le saut. J'arrive à le ressentir. Alors, je sais pas si ça vient de ma pratique ou ça vient des heures et des heures passées avec eux. Et voilà, c'est du 24-24. Quand tu es entraîneur, tu rentres à la maison, tu y réfléchis encore, tu regardes les vidéos. Moi, je ressens les choses. Donc, en fait, je pense qu'il y a une part de feeling, mais il y a aussi une part de, comment dire, à force de passer du temps à le regarder sauter, tu comprends et tu rentres pas dans la tête, tu rentres dans la tête de l'athlète, dans le côté où je rentre, je le manipule, mais tu essaies de comprendre quel va être son profil, le moment où il va avoir son point faible, vont être les points forts et ces choses-là. Exemple, tu as certains athlètes qui vont avoir peur de prendre du levier. Donc en fait, j'ai essayé de construire un saut qui va avec leur style et qui va aussi avec leur psy. Juste s'il y a des gens qui connaissent pas bien la perche, prendre du levier, tu peux expliquer? Le levier, c'est la distance entre ton bouchon et la main supérieure. Donc, plus tu prends haut, plus ça va être compliqué de déplacer la perche. Mais ça fait peur. C'est des choses qui font peur. Il y a des gens qui vont avoir peur parce qu'il faut prendre plus haut, d'autres qui vont avoir peur parce qu'il faut décoller de plus loin, d'autres qui vont avoir peur parce qu'il faut courir plus vite. Il y a plein de choses. Tout le monde a un point faible. L'entraîneur doit comprendre quel est le moment où on est sur une ligne et bah, faut pas passer cette crête pour pas que ça se casse la gueule. Ou quand on voit que ça se casse la gueule, faut essayer de revenir ou trouver les bons mots à ce moment-là pour rassurer l'athlète, pour le remettre en confiance et pour aller chercher la performance et le petit truc en plus. Quand tu dis ça se casse la gueule, tu parles par exemple de ceux qui ont des blocages mentaux qui au bout d'un moment n'arrivent plus à piquer? Oui, il y a ça. Tu as des athlètes qui sont des machines, hein, qui doutent jamais. On a l'impression que rien ne peut les arrêter. Et du jour au lendemain, il y a un problème et ça s'effondre. J'ai le cas de Seito Yamamoto, le recordman du Japon qui s'entraîne avec moi. Et ben Seito, au printemps, il a eu un problème. Il ne sait pas pourquoi, il a ouvert la main supérieure. Donc il a pris une gamelle, il est tombé droit dans le butoir, à plat dos, et il a rien eu. Il s'est pas fait mal, rien, mais il a pris la trouille. Donc maintenant, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Parce qu'avant, je pouvais lui dire n'importe quoi, il prenait 2 minutes pour se concentrer, il y allait et tout passait. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Et un jour, il s'est cassé la gueule. Et ben là, maintenant, il a ce truc qui lui est arrivé plusieurs fois. Après, quand il est reparti au Japon, il l'a fait plusieurs fois. Il est incapable de savoir à quel moment c'est arrivé. Donc là, depuis 5 mois, on est dans de la reconstruction. Et j'essaie de lui redonner confiance parce qu'il était arrivé au point où il était incapable de décoller, même sur 2 foulées. Pendant que c'est quelqu'un qui était invulnérable. Et bon, il a trouvé cette limite et qu'il n'a pas été capable de contrôler. Et il faut trouver les mots, il faut trouver le temps. Et bon, pour l'instant, ça marche tout doucement. Et bon, il a raté ses Jeux d'Asie là au mois de septembre, mais il ressaute, il arrive à reprendre du plaisir, il est heureux de sauter. Et du coup, ça revient. Mais pour ça, il faut donner du temps. Il faut donner du temps. C'est s'il y a une fracture psychologique, qui est une blessure comme une blessure physique, et ben il faut laisser le temps que les choses cicatrisent. Comment tu fais tu dis tu essaies de te redonner confiance, ça passe par quoi?
La première chose, j'essaie de revenir par ce que je t'expliquais, essayer de comprendre pourquoi l'athlète au départ a fait du saut à la perche, qu'est-ce qui lui plaît dans le saut à la perche. Faut trouver qu'est-ce qui te fait plaisir. Et à partir de là, tu enlèves toutes les choses qui stressent et tu gardes que les choses qui font plaisir. Et au fur et à mesure, tu rajoutes des petits éléments, lui fais faire un certain nombre de sauts. Quand tu vois qu'il y a de la confiance, tu le mets un petit peu plus en difficulté, mais c'est par petites pincées. Tu y vas tout doucement, tu rajoutes un petit peu et quand tu vois qu'il est à la limite, c'est pas grave, on se satisfait de ça pour aujourd'hui. Et surtout, toujours se dire que le temps est ton ami. Il faut surtout pas se dire, j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Le temps est ton ami, donc tu vas te reconstruire à ton rythme et pas au rythme, aux échéances qu'on va nous donner le calendrier. Si tu te dis, ah mince, dans 2 mois j'ai les championnats du monde, je serai jamais prêt, et tu vas compter les jours, là tu vas arriver à l'entraînement avec de la pression. Non, c'est pas grave, je me prépare, je serai prêt au bon moment, mais je le fais à mon rythme. Tout ce qui est prépa mentale, c'est toi qui le fais seul ou les athlètes sont aussi accompagnés par un spécialiste? J'ai eu des athlètes qui ont été accompagnés, il y a eu tout. Je fais tout seul parce que c'est souvent compliqué. De ce que j'ai remarqué, les athlètes qui font appel à un préparateur mental, souvent, en fait, ils s'en sortent pas. J'en ai jamais vu vraiment s'en sortir à long terme. Je pense il y a un travail à faire sur toi et je pense que de toute façon, l'entraîneur, il doit toucher à tout. Après, oui, on peut avoir quelqu'un, mais faut trouver quelqu'un en qui tu as parfaitement confiance et il faudrait qu'après chaque séance, ils viennent te faire un débriefing. Parce que si le préparateur mental va dans une direction et que toi, tu vas dans l'autre, on va dans le mur. Donc, faudrait pouvoir vraiment, vraiment travailler en équipe à 100%. Et pour l'instant, j'ai jamais trouvé cette personne-là. Plus, ça va bientôt faire 10 ans, je travaille avec les Chinois. Les Chinois, t'es sur notre culture. Et s'ils ont un préparateur mental qui est même pas capable d'échanger avec moi, c'est foutu. Donc c'est encore plus compliqué sur ces choses-là. Et eux, de par leur culture, j'ai jamais eu affaire à un préparateur mental. Avant, quand j'avais des Français, j'en ai eu. Ça a fonctionné, mais ça fait pas de miracle. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi et surtout, il y a un travail de l'entraîneur qui est un gros problème en athlète parce qu'on n'est pas pro et enfin, les entraîneurs sont pas pros, donc ils n'ont pas tout ce temps. Et en fait, c'est beaucoup de temps à passer avec ton athlète avant la séance, après la séance, débriefer. Faut avoir de l'empathie, il faut essayer de comprendre quel est leur problème, parce qu'en fait, souvent le problème psychologique, ça fait partie de ton environnement qui est autour. L'entraîneur doit connaître l'environnement, doit essayer de connaître un petit peu tous les problèmes qui est autour. J'avais une athlète qui était très très forte psychologiquement en compétition, mais qui arrivait tous les ans, au moment des partiels, elle explosait parce que elle voulait garder la charge d'entraînement, elle voulait réussir ses partiels qui étaient extrêmement bonnes en cours, mais elle avait tellement de choses qu'elle explosait. C'était pas un problème psychologique de l'athlète, c'était des problèmes qu'il y a autour. Et je pense que l'entraîneur doit réussir à englober toutes ces choses-là. Le préparateur mental, aussi bien le préparateur physique. Pour l'instant, c'est moi qui fais tout. J'aimerais bien avoir des gens pour m'épauler, mais j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes. Et pareil, si moi je trouve un préparateur mental qui me convient, c'est pas forcément celui qui conviendra à l'athlète. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et il faut quelqu'un qui connaît la perche? Pas forcément. Il faut quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec l'entraîneur de perche, qui puisse voir les séances, voir où sont les limites, discuter avec l'entraîneur pour que l'entraîneur explique, voilà, là c'est là le moment clé, le moment où ça dérape, parce que souvent les athlètes, ils se voilent la face. Ils vont se mentir ou te mentir indirectement sans vraiment vouloir mentir, mais ils veulent pas affronter la réalité, donc ils vont trouver une excuse. Il y en a par exemple, j'avais des athlètes qui me disaient, au moment où il fallait prendre une perche plus dure, ils avaient toujours mal à un ischio. Donc ils vont dire non, j'ai pas peur de cette perche, j'ai pas de problème avec cette perche, mais c'est mon ischio. Oui, mais t'as mal à ton ischio parce que psychologiquement tu te stresses, tu te crispes et t'as mal, et surtout psychologiquement tu te mets à penser à ton ischio parce que t'as peur de ta perche. C'est la gestion du stress, c'est ce que je leur dis. Par exemple, je leur dis jamais t'as la trouille ou t'as un manque de confiance en toi ou autre chose. Je leur dis tu as un problème de gestion de tes émotions parce que on a tous psychologiquement, je n'ai jamais eu un seul athlète qui n'a jamais été dans le doute, qui n'a jamais eu des problèmes. Mais il faut savoir l'écouter à un moment et écouter ses émotions pour essayer de pas arriver à un moment de non-retour, en fait, une zone de non-retour où tu vas trop loin et tu burnes ton athlète. Donc, il faut essayer de trouver des moments, tu vas le laisser, entre guillemets, dans le déni, ou tu vas le mettre face à sa problématique, mais c'est beaucoup de temps, il faut vraiment trouver les bons mots au bon moment. Si tu vois que ton athlète est un petit peu limite, tu vas pas lui dire, et psychologiquement il est à fond sur une compète et tu vois bien qu'il peut pas prendre la perche dessus, tu vas pas lui dire prends la perche dessus, la perche plus dure, parce que tu sais que il va courir 3 fois sur le tapis,
il va pas sauter plus haut, il va être encore plus dégoûté, il va encore plus se focaliser sur ce problème-là, on garde la perche en dessous, on travaille dessus, et quand c'est le moment, on changera. Ouais. T'échanges beaucoup avec tes athlètes entre les séances? Oui, énormément, et parce que moi, ça me permet des fois, d'envoyer le petit message qui va les rebooster, ou le petit message qui va les faire réfléchir. Je les laisse souvent me contacter en premier, mais j'ai des athlètes je reçois 40 messages par jour, hein. J'ai des athlètes que officiellement je n'entraîne plus du tout. J'ai le cas de Yao Jie, qui a fait le record de Chine cet été. C'est plus du tout moi qui l'entraîne. De temps en temps, quand il vient en France avec son entraîneur, je manage le truc, mais c'est pas moi qui l'entraîne. Moi, je suis juste consultant, on va dire. Mais Yao, après chaque entraînement de perche, il va m'envoyer des messages. Là, il est en vacances, il m'a encore envoyé des messages. Parce qu'il a une idée, parce qu'il voudrait savoir mon avis sur certaines choses. On échange tout le temps. C'est avec ces athlètes-là qu'on va le plus loin. Et j'ai des athlètes qui ont arrêté la perche il y a 20 ans et qui continuent à m'envoyer des messages très régulièrement sur un petit peu de tout. Mais faut pas contrôler l'athlète. Tu rentres pas dans la tête de l'athlète, c'est ce que je te disais, mais tu crées des liens. Il y a des athlètes qui parlent plus que d'autres. J'ai le cas de la chinoise qui va m'envoyer beaucoup de messages. Il y a des périodes où elle envoie beaucoup de messages. Il y a Seito, le japonais, lui un peu plus posé. Il va envoyer 2-3 messages quand il a besoin, et d'autres, il disparaît pendant 15 jours et il réapparaît. Il est complètement différent. Ok. Tu parlais tout à l'heure de certains coachs de perche avec qui tu avais échangé, etc. Comment t'expliques qu'en France, il y a une école de perche et qu'il n'y ait pas, par exemple, une école de lancer de poids, de saut à hauteur Parce que si tu regardes l'équipe de France d'athlètes, il y a quasiment toujours 3 perchistes hommes en grand championnat. Et même quand on a un qui est blessé, il y en a un autre qui va prendre la place. Comment t'expliques ça? Je pense qu'on est redevable de Maurice et de Perrin, qui à l'époque ont créé quelque chose, une espèce de dynamique qui fait que on a aimé le saut à la perche déjà, et ils ont toujours échangé. C'est des gens qui ont toujours échangé. Ils avaient à des moments un peu des grandes gueules, mais ils ont toujours échangé. Moi, ce que j'ai appris de Maurice, hein, il nous a appris les fondamentaux de la perche, courir haut, comment plier sa perche, ces choses-là, mais ils n'ont pas mis un cadre. Ils ont laissé toujours une créativité. Et cette créativité a toujours créé de l'échange. Il y a Dima Sport qui a toujours soutenu ça avec la fédération, les assises de la perche. Il y a toujours eu cette espèce d'échange depuis des années qui avait été mis en place il y a peut-être 30 ans et qui a toujours existé. Donc les entraîneurs, même si, comme dans toutes les familles, il y a des tensions à des moments, tout le monde a échangé tout le temps. Quand je vais sur des compétitions, en France, il y a toujours quelque chose. Quand tu vas au championnat de France, les entraîneurs vont plus échanger. Ça fait partie de notre culture. Quand je vais en Chine, les entraîneurs, ils se font leur guerre. Il n'y a pas cette émulation naturelle. Aux États-Unis, chacun fait un petit peu sa sauce de son côté. Et c'est vrai qu'en France, on a ça, mais je pense que c'est l'héritage de Maurice. Je dirais que c'est l'héritage de Maurice, la façon qu'il a appris, où lui, c'est un espèce de géo trouve-tout, où il a toujours réfléchi sur plein de choses. Il a écrit, il a fait des vidéos, il a fait des choses. C'est notre père, il a construit des choses, et après, nous, on a juste vécu là-dessus. Et il y a une façon de sauter à la française? Il y a une mentalité, il y a le respect des fondamentaux, on respecte toujours ces fondamentaux. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment une technique particulière. À l'époque, en fait, il y avait 2 grandes écoles, il y avait russe et français, mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule école. Je dirais que les Russes, ils ont récupéré, ils ont pris ce qui était mieux chez nous, et nous, on s'est inspiré aussi de ce qui était bon chez eux, et les Américains aussi. Mais maintenant, tu regardes en grand championnat, ils ont quasiment tous le bras gauche fort, qui était la carte de visite des sauteurs français, où il y avait un gros bras gauche. Et les Russes, ils relâchaient le bras. Mais maintenant, tu peux regarder, les Russes, ils ont le bras gauche qui est tendu. Donc, ils ont récupéré ce qui était bon chez nous et ils ont gardé ce qui était bon chez eux, leur façon de présenter la perche et ces choses-là, que nous, on n'a pas vraiment été capable de suivre. Mais je pense que maintenant, avec l'arrivée de YouTube et cette nouvelle génération, il n'y a plus ces espèces de grandes écoles, c'est des gens qui vont se nourrir de la perche mondiale, de sur la perche en général. Et le meilleur exemple, c'est Mondo. Mondo, c'est un enfant de YouTube qui a vu les vidéos au départ et qui a pu s'inspirer de tous les grands perchistes. Et on peut voir sur ses vidéos à lui, où quand il est petit, il s'amuse à imiter tous les grands sauteurs. Il a, 10 ans et il s'amuse à les imiter. Parce que il a copié un petit peu tout et il a construit son saut. Et maintenant, je pense qu'il n'y a plus une grande école. Il y a des philosophies, il y a une façon d'approcher la perche en général, mais techniquement, il n'y a plus vraiment de grande école. Ça veut dire qu'on peut regarder quelqu'un sur YouTube, s'approprier un aspect ou un autre, et puis avec les vidéos de quelqu'un d'autre, un autre aspect. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que maintenant, le saut à la perche, c'est plus une école et on rentre dans une case. Les perchistes, c'est déjà des gens qui ont un petit peu le cerveau qui est un peu monté à l'envers, et tu peux pas les mettre dans une case. Si tu les mets dans des cases, le plus souvent, ils explosent, ces gens-là.
Tu disais à mon dos, tu fais comme ça et pas autrement. Tu fais pas glisser ta perche sur le dernier mètre, tu vas piquer comme Boubka faisait parce que c'est super bien, et ben il sautera pas haut. Chacun a son style et tu peux pas les mettre dans les cases. Et notre boulot d'entraîneur et ce que Greg Duplantis a réussi à faire avec son fils, c'est pas le mettre dans une case, c'est lui faire un costume sur mesure. En gros, avant, si tu, on va dire, le système russe qui était cadré, qui était carré, tu fais du prêt-à-porter, c'est-à-dire que tu as un costume et les gens doivent rentrer dans le costume. Maintenant, on a un athlète et on lui construit un costume. Ce qui est vraiment à la française, parce que en France, on n'a jamais cherché à avoir des gabarits. Tous les gamins qui voulaient venir, allez, tu veux faire du saut à la perche? Ou pose ton ballon, viens jouer à la perche. Et on avait des petits, on avait des grands, on avait des maigres, on avait des mecs hyper forts. Et en fonction des gabarits, des mentalités de chacun, des capacités, chacun construisait son saut. Il y a l'exemple de Stéphane Diaz, qui lui avait pas de pied, il décollait dessous. Georges Martin lui a dit, bah, t'enlèves tes chaussures, tu vas sauter pieds nus, comme ça tu arrêteras de te bloquer dessous. Et il a sauté 5,40 m pieds nus. Parce qu'il lui a construit un saut, un style, et il a une façon de sauter. Stéphane Diaz, il n'a pas beaucoup de qualité, et c'est pas un mec hyper fort, il a pas de pied, il est pas rebondissant, il est pas rapide, mais c'est un gars qui a sauté plus de 5,50 m. Il n'aurait jamais fait du saut à la perche s'il était dans un autre pays. Donc l'idée maintenant, c'est essayer de construire un saut qui va avec ton athlète. Et la patte du coach, on la voit où? La patte du coach, chacun a une vision. Enfin, je pense que si tu peux pas être entraîneur, si tu te dis, bah, je saute à la perche, tu as quand même quelque chose qui t'anime, tu as quelque chose que tu aimes un peu plus que d'autres. Après, en fonction de ton athlète, bah, il y a certaines fois, bah, tu dois mettre de côté ce qui peut être ton ego ou ta façon de voir en disant, bah, je vais à 100% sur l'athlète. Moi, dans mon cas, c'est un travail sur le bras gauche qui est long avec une flexion qui est plutôt longue. Des temps de perche et des perches qui vont plier un peu plus longtemps. Je suis pas fan des perches qui vont très très vite. Comme les athlètes que j'entraîne, 99% des athlètes que j'entraîne sautent avec des perches en fibre de verre parce que ça peut prendre plus de flexion plutôt que les perches en fibre de carbone qui vont être plus rapides. J'aime pas, c'est pas mon style, c'est pas quelque chose que je ressens. Ok. Comme tu as coaché des athlètes de différents pays, est-ce que tu as aussi constaté différentes morphologies auxquelles tu as dû t'adapter dans les exercices que tu fais faire, par exemple? Oui, oui. Bah, je vais te donner le cas des Chinois. J'ai enlevé beaucoup de travail de pliométrie chez les Chinois parce que les athlètes que j'avais ont eu, et les premières années, ils ont eu beaucoup de problèmes aux pieds. Ils ont des os qui sont beaucoup plus fins que les Européens et des pieds qui sont plus petits. Je vais te donner le gabarit de Rushing, la fille que j'entraîne. Elle mesure 1,73 m. Elle fait 100 kg en squat. Elle fait 75 kg en développé couché. Donc, c'est quand même une fille qui est très forte. Pourtant, et elle est musculeuse, pourtant elle ne pèse que 55 kilos. Allez, 55, 56 kilos. Parce qu'elle a une ossature qui est très très fine. Et donc, ça, j'ai dû le prendre en considération parce que il y avait de la casse. Ouais. Il y avait des petites fractures de fatigue parce qu'il y avait des douleurs que les athlètes français n'avaient pas. Je ne peux pas arriver avec mon système où voilà, on va faire du Damien Nocentio et il a fallu que je m'adapte un petit peu, aussi bien physiquement que culturellement. La culture des Chinois est complètement différente de la nôtre. Donc tu peux pas arriver en disant vous avez pensé comme un Français. Tu arrives avec une philosophie, avec des choses, mais surtout la première chose que tu fais, tu te poses, tu échanges, tu regardes, et après tu arrives et tu essaies de faire des changements. Si tu arrives avec ta mallette en disant on va faire du Damien Nocentio ou je sais pas du Petrov ou autre chose, ça marchera pas. D'abord tu dois comprendre la culture, ton athlète après particulièrement, et après tu essaies de construire quelque chose. Tu as coaché des gauchers aussi? J'en ai eu peu, j'en ai eu. C'est assez compliqué pour moi parce que j'ai du mal à le ressentir. Comme je te disais, j'ai besoin de sentir le saut. Quand je le regarde, je le sens. Il y a un truc. Les gauchers, j'ai un peu plus de mal. J'en ai eu. Je trouve ça bien parce que ça me fait un challenge psychologique pour essayer de comprendre, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise sur le truc. Et les perchistes gauchers, c'est des gens qui sont gauchers dans la vie quotidienne ou ça peut être comme un Rafael Nadal au tennis qui dans la vie est droitier mais qui joue au tennis avec la main gauche? Non, il y a aucun. Alors là, par exemple, là, j'entraîne au club des petits décathloniens. Il y en a un, il est ambidextre. Lui, il écrit la main droite, il saute en gaucher. Ma femme, elle a été plutôt bonne avec les records de France. Elle est gauchère, sauf qu'elle sautait en droitière. Mais naturellement, elle sautait en droitière. Mais elle écrit de la main gauche. Si elle joue au tennis, je crois qu'elle joue au tennis de la main gauche. Mais si elle saute à la perche, elle sautera à la perche en droitière. Et techniquement, elle était extrêmement bonne. Il y a plein de facteurs qui sont en considération. Il y a le côté forcément droitier-gaucher de la main, mais savoir droitier-gaucher du pied, ça peut être différent. Et aussi, il y a le sens de rotation. Ça, c'est un exercice que je fais faire aux petits quand j'ai des gamins qui viennent à essayer la perche.
je regarde un petit peu et quand je vois qu'il y en a un peu un problème, je suis pas sûr, je leur dis juste de sauter, faire un tour sur eux-mêmes. Et tu regardes dans quel sens ils vont mettre la rotation. Ça peut t'aider à faire ton choix. Est-ce qu'il y a des gauchers qui sont contrariés parce que le coach, il se dit qu'il va pas savoir coacher et qu'il préfère qu'ils sautent comme des droitiers? Ouais, il doit bien en avoir. Dans certains pays, j'ai jamais vu de gaucher en Chine, hein. Mais surtout pour moi, les gauchers contrariants, parce que ça me fait du gros travail. Mais je pense qu'il y en a qui sont contrariés. On a mis en gaucher pendant qu'ils ne devaient pas l'être. J'ai l'exemple d'une athlète, Mariette. C'est mon premier titre en tant qu'entraîneur. C'était un championnat de France UNSS. Bah, elle avait commencé en gauchère avec sa première coach. Et après, bah, elle s'était essayée en droitière et elle a sauté beaucoup plus haut et tout de suite, elle a compris très très vite. Elle comprenait mieux en droitière, mais elle avait commencé en gauchère parce que son pied d'impulsion était l'autre. En fait, sa rotation et son sensation sur perche étaient en tant que droitier. Ok. Tu utilises beaucoup les données? Oui. Comment? J'ai des cellules de chronométrage, j'ai un radar, j'aimerais bien avoir un octojump. Octojump, c'est les bandes que tu peux voir au moment des championnats de France. C'est les petites bandes jaunes qui sont au sol et ça va te donner la longueur des foulées, ça va te donner Ok. la fréquence et toutes ces choses-là. Donc ça, j'ai pas parce que ça coûte cher et j'ai déjà pas mal de choses. J'ai des données sur chaque entraînement de sprint, je les ai. Quand les athlètes que j'entraîne font de la course sur plot, je vais toujours mettre les plots. Il y aura 30 mètres de plot. Je suis fait comme un espèce de protocole. Il y a 30 mètres de plot et ils vont alors en fonction de la hauteur, les petites haies. Et j'ai les cellules et à chaque fois j'ai leur vitesse. J'ai toujours la vitesse sur les différentes choses. Ils vont faire la course avec perche, je vais placer les cellules à un certain endroit. On va faire de la course avec chariot, on va gérer les cellules. Le plus souvent, je vais utiliser le 1080, qui est un espèce de système de treuil qui est commandé avec une tablette, qui va te faire de la survitesse ou de la résistance. Et là, j'ai les données, j'ai toutes ces choses-là qui vont me permettre de savoir où j'en suis dans l'entraînement. Je fais des entraînements avec les athlètes, il y a des périodes dans l'année où je leur mets le radar. Ils ont un radar en face et on peut travailler sur les courbes d'accélération, sur les vitesses de décollage et moi, je sais où j'en suis avec l'athlète. Ça m'aide énormément. Ok. Est-ce qu'il te faut du temps en général pour voir le potentiel d'un athlète? Est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris? Certains qui t'ont déçu ou d'autres qui t'ont agréablement surpris? Euh, Ben, il y en a pas qui me déçoivent dans le sens où, en fait, je suis quelqu'un, je n'ai pas de limite. Et je pense que il y a des athlètes qui peuvent, mais il y a des choses, l'environnement, il peut y avoir les études, il peut y avoir des pépins physiques ou il peut y avoir des choses. Je reste sur ma faim, j'ai de la frustration, mais pas de la déception. Je peux être frustré. C'est pas l'athlète qui va me frustrer, c'est moi qui vais me frustrer. C'est-à-dire que si j'ai un athlète qui, je sais pas, moi, j'ai donné l'exemple de Mallory Sotero que j'ai eu pendant des années. Elle s'est entraînée avec moi, elle a un record aux alentours de 4,32 ou 35. Elle a progressé sur plein de choses, mais elle n'a pas réussi à battre son record. Ça s'est terminé où elle a eu des problèmes à un mollet, elle a dû repartir de toute façon dans le sud, chez elle. Je suis frustré, je suis pas déçu d'elle, je suis content de ce qu'elle a fait parce elle s'est donnée à fond, mais je suis frustré et en colère contre moi parce que j'ai pas réussi à trouver les bonnes ficelles pour lui faire battre son record et réussir à s'accomplir complètement. Ça peut être quoi la raison quand l'athlète il progresse dans plein de domaines et qu'il n'arrive pas à convertir ça Ben, il en peut y en avoir plein réel? de choses, il peut y avoir des petites blessures, il peut y avoir les choses de la vie. Certains athlètes, ben, au moment où ils sont vraiment en forme, à ce moment-là, ben, ils ont un pépin physique ou il y a un problème dans la famille, ou la petite copine ou le petit copain, ou il peut y avoir plein de choses, ou pas de chance. Hein. J'ai des athlètes, j'ai le cas de la chinoise, Rushing, ça fait depuis 2019 qu'elle n'a pas battu son record, pourtant elle a progressé partout. Je sais que c'est une fille qui peut sauter aux alentours des 4,80 m par rapport à ce qu'elle a montré à l'entraînement, mais elle n'a jamais réussi à montrer son meilleur potentiel en compétition pour différentes raisons. Exemple, cette année, quand elle est capable de sauter plus de 4,60 m fin mai, tout va bien, elle se prépare et fin juin, en fait, elle se fait une entorse sur une impulsion. En fait, sur une compète, elle met le pied de travers, elle se tord la cheville et ça lui a pourri toute la saison pendant qu'elle avait un potentiel. Quand tu es capable de sauter plus de 4,60 sans forcer au mois de mai, tu sais que l'athlète va sauter plus de 4,70 m, qui est son record. Et pour l'instant, elle n'a pas réussi à le réaliser. Il y a plein de raisons. On ne peut pas dire... il y a tellement de choses. Et sur la perche, tu peux faire une saison où tu n'as pas de bol parce que le jour où tu es bien, tu casses ta perche. Ou le jour où tu es bien, le vent il n'est pas bon. Et il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Mais pour revenir sur la question du potentiel, quelqu'un comme Renaud Lavillenie, à ses débuts, tu avais senti qu'il pouvait faire 6 mètres et champion olympique, ou il t'a surpris, ou quelqu'un comme lui, le potentiel, tu l'as vu tout de suite? Alors, il m'a pas surpris parce que en fait, on était dans une dynamique où la façon de travailler, c'est pas de limite. On partait sur ce système-là parce que quand il est arrivé à Clermont, on m'a dit, les gens disaient, ouais, il a un record à 5,70.
Peut-être qu'un jour il sautera 5,80, record à 5,75. Peut-être qu'un jour il sautera à 5,80, mais voilà, il est trop petit, il est pas rapide, il est pas ci, il est pas ça. Donc bon, de toute façon, à partir du moment où il avait sauté 5,81, on allait plus haut que toutes les prédictions. Donc on a continué et en fait, j'avais pas d'attente parce que chaque mois, on construisait, on essayait des nouvelles choses. T'es dans cette dynamique, t'es lancé et moi j'avais pas de limites. Je pense que les limites, on les regarde à la fin de la carrière, mais il n'avait pas de limite. On essaie les choses et le but c'est quand on a réussi à faire quelque chose, quand c'est maîtrisé, qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Et par exemple, si ton athlète il a progressé au décollage, après tu vas pouvoir faire progresser le renversé. Mais quand il a amélioré son renversé, tu peux revenir un petit peu sur la course. Et il y a toujours des choses. Et l'athlète c'est quelqu'un qui va évoluer toute sa carrière, psychologiquement, physiquement. Il y a tellement de choses et techniquement, il y a tellement de choses qui vont faire que tu as toujours une ficelle, un levier qui va te permettre de progresser. Donc j'ai un peu cette philosophie là où sur aucun athlète, je regarde en fait, tu regardes à la fin ce qui s'est passé. Quel est le résultat et la limite, c'est ce qu'il a réussi à atteindre. Donc non, j'ai pas été surpris. Je prenais un peu les choses comme elles venaient. En fait, tac, je suis arrivé là, comment je peux faire. Et t'as la tête dans le guidon, t'es sur ton truc et tu regardes pas ce que t'es en train de réaliser en fait. Et quelqu'un comme Mondo, tu le connais depuis quand Mondo d'ailleurs? Depuis qu'il a 2 ans. 2 ans? L'histoire, c'est pour t'expliquer cette grande famille du saut à la perche. Marie, donc ma femme, elle était dans une période où elle allait arrêter avec son entraîneur et elle avait pas grand chose. Enfin, elle savait pas où aller et elle avait envie de découvrir d'autres choses et d'aller un petit peu plus loin. Donc elle a dit, je vais essayer de voir comment ça se passe aux États-Unis, aller voir s'il y a possibilité que cette aventure peut me convenir. Et on avait vu avec un ancien perchiste américain, Corey Tarpening, qui s'entraînait à l'INSEP pendant des années avec Maurice, et on avait vu, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aux États-Unis pour qu'elle puisse découvrir, et peut-être l'université ou autre chose. Et il a dit, il y a un mec sympa, une petite famille sympa, quelqu'un qui devrait pouvoir t'aider, qui habite en Louisiane. Et donc Marie était partie vivre chez l'habitant là-bas, chez l'entraîneur du moment où elle avait passé 2 mois là-bas. Et c'était une petite famille qui s'appelle Duplantis. Et il y avait donc les frangins. Et la petite sœur était pas encore née et il y avait un petit terrible. Elle me disait le petit dernier il est terrible, il n'arrête pas de bouger, il bouge dans tous les sens, il n'arrête pas d'embêter Greg à faire des bêtises. Et il mettait les petites figurines dans le lecteur VHS. Et c'est le moment où il s'était installé et il y avait le projet de mettre le sautoir dans le jardin. Et du coup, on a toujours suivi la famille Duplantis. On a toujours un petit peu échangé en mail, à l'époque en mail, après un petit peu plus en visio. Et Greg, on échangeait sur l'entraînement, donc en fait, je l'ai toujours un petit peu vu, Mondo. Il y a des liens, mais très très loin, et c'était toujours un plaisir de voir comment il progressait. Greg avait une grosse ouverture d'esprit parce que lui, il est avocat, il n'est pas entraîneur à la base. Et même s'il a été très très bon athlète, il sait sauter à la perche, mais il s'est posé beaucoup beaucoup de questions et il échangeait avec plein d'entraîneurs un petit peu du monde entier. Je faisais un peu partie de ces gens-là, donc en fait, j'avais des nouvelles de Mondo régulièrement. Et son potentiel, lui, tu l'as tout de suite vu? Tu vois quand il est gamin, déjà, beaucoup de personnes disaient ouais, il est trop petit, il est trop frêle, mais en ayant coaché Renaud, c'est un discours qui moi me parle pas beaucoup. Donc je voyais et il y avait quelque chose, il y avait toujours cette flamme. Il a une flamme qu'on retrouve pas chez les autres. Quand tu le vois sauter, il y a quelque chose en plus. Tu vois tous les autres sauter et là t'as mon dos. Et ça existait depuis, enfin quand il avait 15 ans, tu voyais déjà ça. Il y avait ce petit truc en plus et tu le vois son côté, tu voyais bien sur les vidéos quand il est petit, il est pas présomptueux, il est pas arrogant, mais il y a un côté showman et quand il saute, il arrive à faire vibrer tous les gens qui sont autour. Et il y a quelque chose en plus. Je me souviens un jour que je lui ai demandé, je lui ai dit: «Ça a l'air facile quand tu sautes à la perche» et il m'a répondu, mais de façon très humble. Il cherchait pas à se la péter. Il m'a dit: «Mais tu sais quoi? C'est facile la perche». Oui, bon, Ouais. peut-être pour toi, mais pas pour le commun des mortels, mais Non, parce qu'il est pour lui, il a réussi, il a les qualités pour, il a un environnement qui a été extrêmement sain autour de lui, et c'est sa passion. C'est un gamin qui a rêvé sur la perche en étant gamin, en étant petit. Maintenant, bon, je dis gamin, il est vieux, enfin, il est vieux, il est encore jeune, mais c'est quelqu'un qui a toujours rêvé sur la perche. Et quand tu le rêves vraiment, et qu'en plus t'as l'environnement, t'as le matériel, t'as tout autour, ça, et ça a toujours déroulé pour lui.
Il a eu des années, des moments un peu plus difficiles. Et même là, on peut voir que c'est pas tous les jours qu'il bat un record du monde. Il est obligé de se battre et que à chaque fois qu'il y a des attentes, il y a de la pression, il y a plein de choses autour qui font que sa vie, elle doit pas toujours être facile, mais il est heureux sur un stade. Avec Renaud, ils ont ça en commun d'être des passionnés de perche. Toi, quand la fédé chinoise te dit, tiens, tu vas coacher un tel ou une telle, si tu te retrouves face à des gens à qui on a dit de faire de la perche, mais qui ne savaient même pas ce que c'était à la base, comment tu gères ça? Est-ce que quand tu as des athlètes qui sont pas passionnés, est-ce que c'est compliqué? Ah oui, c'est très compliqué parce que quand tu as des athlètes qui viennent, comme s'ils venaient à l'usine, c'est compliqué. J'ai eu des athlètes, j'avais le cas de Shangri qui, c'est un mec, je crois que c'est le plus talentueux que j'ai jamais entraîné. C'est lui, il est co-détenteur du record de Chine avec 5,82. Il a fait 6e à Rio, il a fait 4 ou 5e au championnat du monde de Londres. C'est quelqu'un qui il arrive à l'entraînement et la chose la plus importante pour lui à l'entraînement, c'est de finir tôt pour aller jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut trouver, pour lui, j'arrive à le faire jouer. C'est un joueur, donc j'arrive à le faire jouer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la durée, qui pouvait pas s'engager à fond. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il y en a certains, le plus souvent, ça marche pas. Il faut dire ce qui est. Et il y a des athlètes, ça colle pas. Ça colle pas. On a beau essayer de faire des choses. Et c'est la fédération veut, on va les obliger. De toute façon, c'est pas en obligeant quelqu'un que tu fais un champion. Donc c'est assez compliqué. Et bon, après on rentre dans une culture. La Chine, c'est quand même une culture qui est complètement différente de la nôtre. Donc ça c'est dur, mais faut respecter leur culture, faut essayer de comprendre. Et après, ce que je fais avec les Chinois, ce que je veux, c'est les sortir de la Chine, les amener dans une culture différente, aussi bien en France à Clermont-Ferrand, que les amener en stage au Portugal ou aux États-Unis. On a été faire des stages aux États-Unis, dans le Texas, où culturellement, c'est quand même ces deux mondes complètement différents entre la Chine et chez eux. Et ceux qui ont l'ouverture d'esprit, ils vont essayer de comprendre. Il y a des choses qu'ils vont pas aimer, mais à aucun moment ils vont dire ça c'est bien ou c'est pas bien. Ils vont arriver, ils vont essayer de se construire, ils vont essayer de construire des choses. Donc je pense que on respecte la culture. Et là, dans le cas des Chinois où c'est très pro, où les athlètes à partir de 12 ans, c'est ton métier. Tu es obligé de faire ça, tu obéis au coach et t'as pas à donner ton avis. Donc, tu essaies de faire avancer sur ces choses-là, mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu as un athlète qui vient et qui est pas passionné, c'est compliqué. Mais tu arrives toujours à trouver, chaque être humain, des préférences et des moments où on arrive à donner du plaisir. Donc, il faut réussir à trouver, pareil, toujours cette ficelle chez chacun. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'épanouir un peu plus. Mais comment ils sont détectés en Chine? Première chose, il faut être grand. J'ai le cas de la chinoise, ils voulaient pas que je la prenne parce qu'elle mesure que 1m73 et pour eux, il faut qu'une fille mesure plus d'1m80 pour être une sauteuse à la perche. Il faut être grand, donc tous mes gars, ils font 1m90. Il faut faire de l'athlétisme. Il faut pas être trop rapide. Si tu es très rapide, ils vont te mettre au sprint. Si tu as trop bonne qualité d'impulsion, ils vont te mettre à la longueur. Ouais. Si t'es pas assez fort, si t'es très léger et très très grand, ils vont te mettre à la hauteur. La perche en Chine, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Quand t'es bon athlète, mais que t'es pas hyper talentueux sur quelque chose, tu peux te retrouver à la perche. Ok. Et quand tu es avec eux là-bas, comment ça se passe? Vous êtes dans un centre d'entraînement? Il y a eu plein de choses parce qu'il y a eu différentes périodes. Là, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Et il y a eu aussi la période Covid qui était un petit peu différente. Mais on va dire tout ce qui s'est passé avant le Covid. On avait le centre d'entraînement à Pékin, où on était vraiment dans le centre de Pékin. J'avais un appartement. J'étais avec Randy Huntington, l'ancien entraîneur de Mike Powell, qui lui s'occupait du sprint et de la longueur. Et donc, on vivait au même endroit que les athlètes, dans un appart. Il y avait un bâtiment qui était plus pour les entraîneurs étrangers ou les stagiaires. Et après, les athlètes, ils avaient leur bâtiment. On mange ensemble et après, on prenait le bus. Le stade est à 2 km. On allait s'entraîner et la vie, c'était un petit peu fermé comme ça. Et après, au fur et à mesure, notre vie, c'est un petit peu ouverte parce que quand tu as tes habitudes, tu as ton appart, tu apprends un petit peu ton cercle de découverte un petit peu plus long. Mais voilà, on vit en centre d'entraînement. À Pékin, c'était comme ça. Dans d'autres centres d'entraînement, tu peux te retrouver complètement fermé. Dans la période Covid, le centre d'entraînement, c'était complètement fermé. Tu ne pouvais plus sortir. Tu allais au stade, mais tu prenais le bus pour aller au stade. Par exemple, il y a un entraîneur anglais, il est sorti. Ils l'ont chopé à la caméra de surveillance. Le soir même, il avait un avion pour rentrer chez lui et il était viré. Mais avant, c'était bien. On avait notre appartement, on pouvait faire notre petite popote, on pouvait échanger avec. Moi, j'ai échangé beaucoup avec Randy et notre appartement, c'était un petit peu l'endroit où il y avait tous les coachs qui venaient, donc on pouvait échanger avec beaucoup de personnes et on avait nos libertés où on pouvait découvrir la vie et la culture chinoise aux alentours. Et les athlètes, ils n'ont pas le droit de manger à l'extérieur, c'est ça? Alors, les athlètes chinois n'ont pas le droit de manger à l'extérieur parce qu'en fait, c'est par rapport au dopage.
ils ont besoin de nourrir une population immense. Donc en fait, il y a beaucoup de clenbutérol dans la nourriture, dans la viande, comme il peut y avoir au Mexique, au Texas, c'est un petit peu pareil. Il y a des pays comme ça où voilà, les animaux, ils leur donnent des produits qui sont interdits en Europe, mais qui sont autorisés là-bas. Et ce qui se passe, c'est que si tu as un athlète qui va un peu plus trop souvent au barbecue, il peut se retrouver positif au clenbutérol sans avoir rien pris. Après, c'est des taux qui sont extrêmement bas, donc ils arrivent à expliquer les choses, mais c'est jamais bon quand ça arrive. Donc, il y a des règles, personne mange dehors. Ok. Donc, ils n'ont pas le droit de manger dehors, ou de temps en temps, ils vont manger dehors, mais dans ce cas-là, ils mangent ou des fruits de mer ou du poulet. Mais la viande rouge, ils en mangeront jamais. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement heureux quand ils viennent en Europe, parce qu'ils peuvent se faire des bons steaks. Là-bas, non, ils peuvent pas laisser les gens faire ça parce que sinon, les athlètes, ils vont se retrouver positifs parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Comment tu fais pour entraîner ensemble des athlètes qui ont des niveaux différents, si ça t'arrive? Déjà, tu peux entraîner des garçons et des filles dans le même groupe Ouais. d'entraînement. Donc déjà, c'est compliqué. Alors, des fois, je vais faire venir certains avant. Je fais jamais, quasiment jamais. Bon, là, maintenant que j'ai que Seito et Rushing, ils sautent en même temps. Mais quand j'avais un groupe de plusieurs filles et plusieurs garçons, je faisais jamais sauter les garçons et les filles en même temps. Parce que c'est pas la même façon, c'est pas la même façon de penser. Ça met le bazar et même moi, j'arrivais pas à gérer. Donc, je faisais 2 groupes. Et après, en fonction des niveaux, si j'ai des athlètes de différents niveaux, ils vont avoir des ateliers un petit peu différents ou des choses, par exemple, le thème de la journée, par exemple, ça peut être de la course, mais ça va être différemment ou ça va être adapté. Je vais demander à certaines choses. Ça va pas être. Je suis pas du tout du style à mettre un parcours de haie, par exemple, de petite haie ou de plots ou de latte et dire voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Parce que de toute façon, même s'il y a des niveaux différents, chaque athlète a des besoins différents. Il y en a qui vont être plus petits, d'autres qui vont être plus grands. Il y en a qui vont avoir une forme de course qui vont être plus en fréquence, d'autres plus en amplitude. Donc, de toute façon, tu es obligé de faire ce que je t'expliquais du sur-mesure. Et des fois, en fait, même s'ils ont le même niveau, il faut pas les mettre en même temps. Parce qu'il y a des périodes où il faut protéger certains athlètes qui vont être un petit peu plus sur la corde raide, ou par exemple, t'en as un qui est extrêmement bon, mais qui a une période qui est un petit peu différente. Un qui est très rapide, on va dire son style, son point fort, c'est la vitesse. Mais il revient de blessure, il est pas dans un bon moment. Ou t'as un petit jeune qui arrive qui va lui mettre une volée, et faut pas. Parce que si t'as le petit jeune qui arrive au moment où t'as ton champion qui peut être un petit peu dans le doute, tu vas faire dégoupiller le champion, donc ça va pas. Des fois, il faut les mettre en concurrence pour les stimuler. Mais c'est pareil, c'est la psychologie et aussi bien c'est la stratégie en général, savoir sur ta recette comment faire pour mélanger tes ingrédients ou pas. Est-ce que le mental, il faut des qualités mentales quand même spécifiques à la perche? Est-ce qu'il y a une partie qui pourra jamais s'apprendre? Certains l'ont, certains l'ont pas? Il y a toujours des gamins qui sont casse-cou et d'autres qui sont qui sont moins casse-cou, on va dire. Donc, qui sont dans la retenue, d'autres qui ils réfléchissent pas. T'en as certains, ils réfléchissent pas. C'est pas toujours le meilleur. Et t'en as d'autres qui vont réfléchir, qui vont construire leur saut, qui vont réfléchir avant et ils vont se construire d'une autre façon. T'en as d'autres qui vont être plus impulsifs. Donc, je pense que il n'y a pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être extrêmement craintifs et ça va être vraiment compliqué de faire du haut niveau. Mais la plupart, tout le monde on a tous 2 bras, 2 jambes et un cerveau. Après, c'est pareil, c'est ce que je te disais, les petites ficelles à tirer, savoir à quel moment et quels sont les points forts et les points faibles de ton athlète. Si, exemple, Sam Kendricks, il a sauté plus de 6 mètres, 6,05, si je me souviens bien, avec une perche 4,90, il a jamais pris plus haut. Parce qu'il sent pas le saut, peut-être qu'il a peur, on ne sait pas, mais 4,90 de levier. Un gars comme Renaud, il a sauté donc 10 cm de plus et il a sauté avec 5,15 m de levier, 5,17 m ou un truc comme ça. Chacun a son profil et tu construis quelque chose. Tu as des athlètes, oui, qui vont être plus créatifs que d'autres à l'entraînement et qui vont devenir des guerriers dès que tu leur mets une barre devant ou ils ont besoin de sauter. Tu as des athlètes qui sont des champions de l'entraînement et quand ils arrivent en compétition, ils perdent leurs moyens. Donc, oui, le perchiste a un cerveau un petit peu différent, mais de toute façon, quand ils arrivent, s'ils viennent au saut à la perche, je sais bien que ça les amuse. Donc ils ont bien ce côté un peu joueur, on va dire, au départ. Donc le profil, il y est déjà. Je pense que tout le monde a ses chances. Tu as des gens qui sont un peu moins foufou que d'autres, mais si tu arrives à trouver comment ça se passe et que tu es patient, il leur faudra peut-être plus de temps, mais ils y arriveront à un moment ou à un autre. Renaud Lavillenie est aussi connu pour son mental. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'il est fort mentalement, concrètement? Il croit en lui.
À une période, il était comme ça. On dit, bah voilà, marche sur l'eau, tu vas pas couler. Et il marchait sur l'eau et puis il y croyait tellement qu'il a pas coulé. Renaud a une vision du saut à la perche où toute sa vie, c'est le saut à la perche. Pour lui, c'est vital. Ça fait partie, il y en a plein qui auraient dit, qui auraient tourné la page avant lui, ou qui, on peut voir le cas de Thiago Bras, quand il a été champion olympique. Renaud, après son titre, on a bien vu qu'il a eu un petit moment de mou, parce que, même Mondo, après ses premiers 6,05, il a eu un petit moment de mou, parce que tu arrives à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a après, en fait? Mais Renaud a su se relancer tout de suite parce qu'il a faim sur la perche. Que Thiago Bras a mis des années et il est jamais revenu à son record parce qu'il est arrivé, il était rassasié, que Renaud est jamais rassasié. Pendant un concours, comment tu fais pour trouver les mots? Si tu sens que l'athlète il est pas dedans, qu'il y a un truc qui va pas, tu peux pas non plus lui parler pendant 1 heure. Comment tu fais pour trouver les bons mots? Déjà, pendant le concours, c'est pas que le saut. Tu regardes comment ton athlète va rentrer dans le stade, comment il va se préparer, la façon où, même à l'échauffement. Quand on est sur un grand championnat, en dehors, sur le stade d'échauffement, tu vois bien tout ce qui est sa gestuelle, c'est comment son corps va parler quand il va rentrer. Et c'est du travail qui va se faire en amont sur plusieurs années où tu apprends déjà à voir comment va réagir ton athlète. À l'époque donc de Renaud, par exemple, l'échec de Daegu m'a donné les clés pour le coaching de Londres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai vu à quel moment il a perdu ses moyens, il a été un peu moins bon, et à quel moment il a perdu le titre. Parce qu'à Daegu, il perd le titre. Et donc ces choses-là, pendant toute une année, j'ai pu le travailler sans forcément lui en parler, parce qu'après, il y a des choses, quand tu vas tirer sur les ficelles, comme je te disais, si l'athlète il sait ce que tu es en train de faire, ça marche pas. Donc en fait, c'est appuyer là où ça fait mal au bon moment et relâcher quand il. Donc c'est du travail sur une année et te permettre de trouver les bons mots pour un athlète sur une compétition, c'est déjà avoir été capable de comprendre comment fonctionne ton athlète et de savoir quel est son costume, quelle ficelle tirer à quel moment. Et tu le vois dans le regard, tu le vois dans sa gestuelle, tu le vois dans les choix. Quand tu vas lui dire, il faut que tu changes de perche, il va dire, ouais, j'y vais, ou il arrive, il va déjà proposer, ou il va être en attente. Il y a plein de petites choses, et en fonction, tu as plein de lumières, de voyants qui vont s'allumer. Là, tu peux décider, et là, tu ne décides pas. Tu dis, ok, on va se donner un saut de plus. L'exemple de Renaud à Helsinki, au championnat d'Europe, avant les Jeux, où il était pas très très bien, il a fait un échauffement qui était moyen, un entrée en concours qui était difficile, mais il fait la meilleure paire de sa saison, il bat les Allemands, il a le titre, pendant que en théorie, il aurait dû perdre. Mais c'était trouver le bon moment de prendre un petit peu de levier, reculer tes marques, jouer avec les poteaux, ces choses-là, et le faire jouer dans son registre. Et c'est pareil, pour ça, il faut que tu connaisses ton athlète. Le cas on revient sur Mallory, la jeune fille que j'avais. Elle avait un problème sur le levier et sur les perches. Mais en compétition, ça se débloquait. Et c'était savoir à quel moment changer la perche. Si on change trop tôt, elle buguait. Si on change trop tard, elle passe pas. Des fois, il faut cramer un essai. Il faut laisser, ok, cet essai-là, on va jouer que sur la technique, sur des intentions, et après, on ira sur le changement de matériel. C'est plein de petites choses, savoir en fonction de ton athlète. Tu as des athlètes qui sont un peu plus bourrins, si la perche elle est souple, il a besoin de se sentir fort, tu lui fais prendre une perche plus dure pendant que tu n'en as pas besoin, mais tu fais prendre une perche plus dure pour lui dire ok, allez, tu vois, t'es fort. Et d'autres où tu as un saut qui est intelligent, qui va être sur la technique, on va sur l'intelligence, pas besoin de forcer. On va sur l'intelligence, sur le plaisir, joue encore une barre et après on passera aux choses sérieuses. Mais le choix de faire l'impasse ou pas, de prendre telle ou telle perche, de bouger les poteaux, c'est une discussion que vous avez ensemble ou c'est toi, c'est eux? Comment ça se passe? Déjà c'est en fonction de comment on va se présenter, quel est l'objectif. Si par exemple t'es déjà sur le podium des Jeux Olympiques et que de toute façon deuxième ou troisième c'est la même chose, t'as besoin de gagner, donc en fait c'est des impasses, c'est ces choses-là. T'as certains athlètes, il y a certains qui les impasses c'est pas leur truc, ça les déstabilise parce qu'ils attendent trop longtemps. Donc c'est ces choses-là et c'est comment va se présenter le concours, qu'est-ce qui va donner en confiance à un athlète. Si par exemple tu as l'athlète qui fait un bon saut, il se sent bien, tu vas dans son sens, allez on fait un passe. Comme ça il va se sentir encore mieux, il va dire ouais là le coach il a confiance en moi. Ou des athlètes, ils ont besoin de se poser un petit peu plus longtemps, Sam Kendricks ou Nielsen, eux ils vont faire quasiment toutes les barres, ils vont les enchaîner. Ils vont jouer à la perche un moment et après ils vont sortir, ils vont faire un gros saut. Mais d'abord ils vont se construire, sentir leur saut. Quand tout est mis en place, tu peux essayer quelque chose de gros.
Tu es parfois amené à coacher des athlètes que tu n'entraînes pas normalement, en meeting probablement plus qu'en grand championnat. Comment tu gères ça pour trouver les choses à dire déjà quand tu connais moins l'athlète et puis je suppose que tu n'as pas envie de dire quelque chose qui va déstabiliser ou qui va peut-être être contradictoire avec ce qu'ils entendent d'habitude avec leur coach habituel? Souvent, en fait, tous les athlètes, je les connais un petit peu parce que c'est une grande famille, on voit sur les compètes plusieurs fois, on se suit. L'athlète, quand il vient te voir en disant est-ce que tu peux me regarder, ça veut dire déjà qu'il a confiance. Ouais. Donc ça aide et c'est compliqué. Pour certains, Zouk, la Bélarusse, des fois elle me dit est-ce que tu peux me coacher? Elle va t'écouter, mais tu as l'impression qu'elle t'écoute pas. Moi, ça m'agace. Si tu me demandes de te coacher, écoute les consignes ou fais au moins semblant de les écouter. Mais c'est compliqué, c'est aussi compliqué pour les athlètes que j'entraîne. Dans le cas, par exemple, de rushing, si je suis sur une compète et il y a une autre athlète qui va demander, cet été là à Nancy, j'ai filé un coup de main à une américaine en même temps et elle se battait pour gagner le meeting. Donc, Ouais. rushing, elle trouve ça un peu, des fois, elle dit, ouais, c'est quand même un peu chiant. Hein. Elle fait pas de problème, mais des fois, ça la vexe un petit peu parce que, au bout du compte, elle se fait taper par une fille qui est venue sans son entraîneur. Il faut trouver les bons mots avec mes propres athlètes. Et j'avais des athlètes qui me disaient non, tu vas pas, non, je veux pas que tu la coaches. Et là, ça devient un peu compliqué parce que moi, des fois, je n'étais pas forcément d'accord. D'autres, il n'y a pas de problème. Et le plus souvent, les athlètes, je les connais, je connais leur entraîneur. Et quand ils viennent me voir, ils viennent me dire voilà, est-ce que tu peux me coacher? Et là, je discute 5-10 minutes avec eux pour connaître les marques de passage, les points d'impulsion, où ils en sont dans l'entraînement. Et des fois, moi, si je suis copain avec le coach, j'envoie 2-3 messages pour avoir des infos, savoir ok, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Donc j'essaie d'avoir un petit peu, de pas débarquer comme ça sans rien savoir. Ça t'est pas arrivé de te dire pour moi il faut tout changer techniquement, mais je peux clairement pas dire ça en plein milieu d'un meeting, donc qu'est-ce que je dis? Bonne chance. Non, j'essaie de voir un peu, je discute un petit peu, j'explique, voilà, il y a ça, 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 comment tu le sens? Et l'athlète, tu vois vite quelles sont les choses qui sont capables de changer ou pas. J'ai des athlètes qui ont pas, par exemple, comme je te disais, gros bras gauche, grosse flexion. Je suis face à des athlètes. L'américaine cet été, en plus, elle est gauchère. Donc, j'ai pas besoin de dire de changer de côté. Non, mais elle a pas beaucoup d'appui inférieur. Donc, voilà, c'est son registre. Ça, ça, tu peux pas le changer. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais en championnat, en compétition, on est rarement là pour faire la pure technique. T'es pas là pour leur apprendre des choses. Tu essaies d'améliorer. La perche est souple. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ta perche au-dessus? Normalement, tu changes pas. Tu dis, tu te sens prêt? Ok, on change. Je laisse les choix des poteaux. Des fois, pour les marques, je dis, moi, je trouve que t'es un peu proche. On échange un petit peu et on trouve. Mais c'est toujours dans l'échange. Faut réussir à échanger. Si t'échanges pas, c'est mort. Question un peu bête, on voit souvent après, les perchistes, une fois qu'ils ont sauté, ils reviennent au niveau de l'impulsion et on voit qu'ils regardent le coach dans les tribunes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'interaction, elle consiste en quoi? Ça, c'est coaching où ils vont se focaliser sur le point de décollage. Donc l'interaction, c'est savoir, l'athlète va voir où il était au décollage et il va comparer avec ses sensations. Moi, je l'utilise très très peu. Les athlètes que j'entraîne vont pas revenir où. Si c'est quelqu'un que j'entraîne pas régulièrement, il va se placer, je lui dis t'es à tel endroit, recule, il a son information. Je vais regarder moi la marque de passage à 6 foulées, il y en a certains qui regardent 4 foulées, je considère que 6 c'est mieux. Le point de décollage et la façon de courir, parce que souvent en fait, l'histoire du point de décollage, ça dépend beaucoup de c'est pas que tes marques, c'est ta façon de courir sur les dernières foulées. Ça, c'est vraiment, on va dire, les Russes, les Allemands ils veulent un endroit à décollage. Et c'est un truc, par exemple, c'est une phrase de Randy Huntington, qui, le coach de longueur, il s'y connaît un petit peu. Il essaie toujours d'expliquer aux Chinois qui regardaient à quel endroit ils étaient au décollage. Ils essaient d'expliquer. Et moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et des fois, j'utilisais les mots de Randy. C'est pas où tu es, c'est comment tu es. Si tu es au bon endroit, mais en recul d'épaule ou en venant bloquer au sol ou parce que tu as allongé tes dernières foulées ou parce que tu es au bon endroit, mais tu as bougé tes jambes dans tous les sens pour arriver au bon endroit et tu as une vélocité inactive, ça sert à rien. C'est une information. On l'a, cette information, mais c'est qu'est-ce que tu en fais avec? Et souvent, en fait, ils regardent où ils sont et recule. Oui. J'ai un exemple où il y avait un Chinois, il était dessous au décollage. Mais il était dessous parce qu'il a allongé ses dernières foulées. Le coach chinois, il a regardé à quel endroit il était au décollage, il a dit, tu recules, tu es un pied dessous, tu recules un pied. Le pauvre garçon, ça a été le dernier saut de sa vie parce qu'il est tombé dans le butoir et il s'est cassé le tibia. Enfin, il a jamais pu ressauter à la perche après. Parce que le coach, il était à où tu es et pas comment tu es. Comment tu arrives et où tu es. T'es dessous ou tu recules. Faut prendre les choses d'une façon globale. Donc le point de décollage, il est bien. Ça te donne une information. Mais de toute façon, maintenant, est-ce qu'on a besoin de regarder le point de décollage vu que tous les sauts sont filmés? Ça peut être l'entraîneur ou l'assistant qui va filmer.
tu te replaces au décollage. Tu dis, bah voilà, t'es dessous, t'es trop loin. C'est fini cette période-là où on a besoin de se replacer. De toute façon, le retour, on l'a. Tu vois une différence maintenant que les athlètes peuvent voir leur saut? De toute façon, il y a des compètes où il y a des écrans, mais quand ils peuvent se voir pendant une compète, pendant un concours, tu vois une différence? Oui, alors, il faut toujours faire attention à ça, parce que j'ai des athlètes qui ont cru que moi j'étais un vidéaste. Ils faisaient leur saut, ils me demandaient est-ce que je peux voir le saut. Je fais non, tu vas m'écouter. Alors, sur certains Chinois où ils me demandaient de filmer, bah, je filmais pas. C'est agace. Mais il y a un moment, on échange. Le film, c'est la vidéo, c'est quelque chose, c'est un apport après. Mais c'est un très très gros apport. Parce que tu peux montrer quelque chose, tu peux expliquer les choses qui ne sont pas que dans le ressenti. Et surtout dans mon cas, où, bah, comme tu sais, je parle pas très très bien anglais. Les athlètes que j'entraîne, c'est pas des anglophones non plus. Donc il faut qu'on trouve un moyen de communiquer. Donc on peut trouver, je peux montrer ce que je veux, sur quel moment appuyer, comme ça je suis sûr qu'ils peuvent comprendre. Ouais. Et eux, ils peuvent me demander de revoir la vidéo. Beaucoup de personnes disent oui, sur la perche, ça a évolué, les perches sont différentes. Non, les perches de mon dos, c'est les mêmes que Bubka à l'époque. C'est la même chose, c'est la même construction, c'est la même matière. Les butoirs ont un petit peu évolué, des normes où les butoirs sont un peu plus ouverts, bien que Bubka à la fin c'était différent. Les taquets sont plus courts, mais maintenant on a quelque chose, on a YouTube et on a ce retour en vidéo. Avant on sortait de la séance. Nous, des fois avec les copains, on voulait des séances ou des compètes, on voulait se voir. Il fallait demander à quelqu'un en dehors de venir nous filmer. Il filmait tous les sauts. Après il fallait passer de la petite cassette à la grosse cassette. Et après, tu le regardais, mais si tu le regardais trop, bah, tu voyais plus, parce que la cassette était bouffée. Et donc, il y avait quand même un temps, je me souviens, quand on était en stage, on était gamin, avec Joël, il avait sa grosse caméra, on filmait la séance, on rentrait à l'hôtel, on mangeait, et on se faisait la vidéo, le débriefing vidéo. Mais il était tellement loin du truc, que là, on a un débriefing vidéo qui peut se faire après chaque saut. C'est un avantage fantastique. Cette nouvelle génération, ils ont quelque chose que nous, on n'avait pas. Nous, on était dans l'imaginaire et eux, ils peuvent se voir. Bien que, il faut toujours prendre ça comme un outil. C'est pas devenu un coach, ta tablette. Et toi, parfois, ça te permet de voir des éléments en plus, parce que si tu as juste tes yeux pour voir le saut, tu peux pas tout regarder en même temps. Alors, faut le regarder, faut le vivre, le saut. Bah, moi, j'ai appris à pouvoir le regarder avec ma tablette. J'ai ma tablette et je peux voir à travers l'écran le saut parce que bon, bah, je suis obligé parce que bah, je suis tout seul avec une équipe. J'ai pas des gens pour filmer pour moi. J'ai appris à faire ça, mais tu vis le saut à vitesse réelle et après, bah, on peut revenir sur des choses où des fois, en tant qu'entraîneur, on veut voir quelque chose. Je sais pas moi, on veut qu'il pose le pied différemment, qu'il ait une hauteur de bassin en course et on dit ah là c'est bien. Mais tu regardes la vidéo, en fait, il y est pas. Donc en fait, la vidéo, ça va être un apport. Des fois, bah, la vidéo, faut pas la montrer à l'athlète parce qu'il faut pas qu'il voit certaines choses. Parce Par qu'il a exemple, besoin de rester dans son imaginaire. Tu lui mens pas à l'athlète, hein, mais bon, c'est pas grave. On en parlera plus tard. Parce que c'est la confiance, ces choses-là. Mais la vidéo, c'est un super outil parce que il faut toujours regarder à vitesse réelle. Et la vidéo, chaque vidéo, les athlètes, je leur montre à vitesse réelle et après je vais sur ce que j'ai besoin. Toujours le regarder à vitesse réelle. Parce que le saut à la perche, c'est pas un enchaînement de photos. Et ça, c'est un gros problème des Chinois. Les Chinois, ils voient photo par photo. Regarde, la position de mon athlète est super bien. Bah ouais, mais t'as pas d'énergie. Le saut à la perche, c'est de l'énergie. Donc c'est de la vitesse, de l'énergie. Il faut trouver cette espèce de compromis entre la vidéo et l'œil. Et des fois, bah, tu poses la tablette et tu regardes réellement les sauts. Des fois, je fais des séances où la tablette, je la sors que quand j'ai vraiment besoin, je veux vraiment montrer quelque chose. Et je fais des séances sans tablette. Et d'autres, dès le premier saut, dès le piqué perche rigide, j'ai la tablette. je me souviens un jour d'un meeting, c'est peut-être à Perche les Tours d'Orléans, je sais plus. Je sais plus qui sautait, mais au bout de 2-3 foulées, je t'ai entendu dire non, non, il va pas passer. C'est la question de l'énergie. Quand tu connais bien l'athlète, tu sais déjà dans les yeux comment il est, il y a le regard, il y a sa façon de faire, et tu peux voir sur les premières foulées s'il part bas, s'il part haut, et en fait c'est un enchaînement. Le saut c'est comme c'est une chaîne, et dès qu'il y a un maillon que tu vas le mettre de travers, tu es obligé de compenser avec un autre maillon, et au fur et à mesure, bah, en fait ta chaîne, tu perds tout. Comme quand tu vas lancer une balle, bah, si tu la lances bien au début, elle va continuer à rebondir dans le bon sens. Et tu peux voir dès les premières foulées s'il vient s'écraser, s'il vient en force ou s'il est relâché, et il commence déjà à courir comme si c'était sur un tapis roulant. Ok. Les pistes surélevées, elles changent quoi? Il y a des études qui disent que ça change pas grand-chose. Moi, dans ma pratique, je sais que quand j'étais sur une piste surélevée, ça rebondissait énormément et j'avais une forme de saut qui me permettait de gagner en vitesse. Les marques, je pouvais les reculer et je pouvais prendre des perches plus dures. Ça, c'est certain. Tu regardes statistiquement, il y a des perchistes qui, dès qu'ils sont au sol, ils perdent des centimètres. Il y a le cas actuellement de Casey Lightfoot.
qui, à chaque fois qu'il est sur les pistes surélevées aux États-Unis, il est super bon. Quand il arrive sur une Diamond League en Europe ou une Diamond League dans le stade dur, normal, et ben, il perd 20 centimètres. Et tu regardes, on a plein de sauteurs comme ça qui ont besoin des pistes surélevées. Même Bubka, son dernier record du monde à Sestriere, il est sur une piste surélevée au milieu de la pelouse. Ça rebondit. Pour moi, il y a un problème parce que la piste surélevée, le règlement dit, il faut pas qu'elle soit construite pour aider l'athlète. Ça veut dire quoi? Tu construis une piste surélevée demain en carbone. Tu dis non, c'était pas pour aider l'athlète, mais c'est pour que ce soit plus léger que tu puisses la transporter. Donc tu l'as justifié. Donc il y a des pistes surélevées qui sont dures, qui sont pas rebondissantes, d'autres qui vont être molles et rebondissantes. Ça va aider certains athlètes. Romain Ménil était incapable de sauter sur les pistes surélevées qu'on a en France parce qu'il n'était pas dans le tempo. Renault, tu le mettais sur ces pistes-là, c'était un avion de chasse. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on vienne légiférer à fond sur les pointes ou sur les chaussures et qu'on oublie ces choses-là. Ouais. Il y a aussi la règle, par exemple, pour entrer en équipe de France, il ne faut pas que les performances soient faites en altitude. Mais les performances peuvent être faites sur une compétition de rue où la piste elle est plate, mais elle rebondit. Mais après, dans chaque règlement, dans chaque chose, il y a toujours une coquille, il y a toujours une brèche. On va travailler sur cette brèche pour essayer de chercher des performances un peu plus élevées. C'est pour ça que j'ai énormément de respect sur Mondo, parce que Mondo, cet été, quand il fait le record du monde, il est au sol. Il est au sol dans un stade avec une compétition normale, bien que en meeting, les gros meetings comme ça, où tu as un peu plus de temps d'attente parce qu'il y a les télés, parce ils vont te lancer un petit peu plus tard. Des fois, c'est à son avantage, d'autres fois, c'est pas à son avantage. Mais c'est les conditions normales. Dès que c'est sur les pistes surélevées, j'ai le cas de la chinoise que j'entraîne, elle a des grandes jambes, elle est très légère. La piste surélevée, ça lui fait faire des longues foulées à la fin, et elle vient s'encastrer au décollage, elle saute moins haut, elle perd énormément de hauteur parce qu'elle n'est pas capable de le gérer. Et tu as d'autres filles qui sont plus lourdes, qui sont plus massives, qui vont être dans le temps, et elles vont gagner 10-15 cm grâce à ça. Ça m'embête un peu, parce que quand on est en championnat, c'est au sol. Bien que, pareil, la plupart des grands championnats en salle, c'est sur des pistes qui sont construites pour le week-end. Et c'est pareil, c'est des pistes qui rebondissent toujours un petit peu. Donc, en tant qu'entraîneur, je privilégie les pistes dures, mais je vais de temps en temps sur les pistes surélevées parce qu'il faut savoir s'adapter à tous les matériels. Mais je suis pas fan. Pour moi, je n'homologuerai pas des records là-dessus. Ok. Comment se décide dans les meetings les montées de barre? Est-ce qu'il y a une discussion entre organisateurs, agents, coachs, athlètes? Souvent, c'est l'organisateur qui discute avec l'agent, donc l'athlète, le meilleur. Si tu as Mondo, tu vas lui demander quelle va être la montée de barre. Il va dire, ouais, mais il faudrait que ça aille vite. Donc, ils vont essayer de faire une montée de barre qui va aller un peu plus vite. Souvent, on essaie de passer par les minima. Donc, par exemple, là, chez les filles, l'année prochaine, les minima à Paris, c'est 4,73 m. La plupart des meetings passera par 73. Ils vont pas faire passer par 72. Donc, en fait, on essaie, si tu as un meeting, par exemple, en France, tu vas faire passer par les minima des championnats de France. Il y a souvent une discussion entre tout le monde, mais généralement, si par exemple, tu as Mondo qui est là, le directeur du meeting, par respect aussi, va venir voir Mondo en disant quelle montée de barre tu as envie de faire. Après, la position de Mondo, lui, que tu le mettes 6 mètres, 6,01, 6,02, 6,03, il n'a pas grand-chose à faire. Pour lui, ça va pas changer grand-chose. Il faut que ça aille vite, je pense, mais après, il commence pas très haut. Et donc, il va pas demander une première barre complètement farfelue. Et il attend, il n'y a pas un gros problème. Mais le directeur de meeting va voir souvent le meilleur pour aller chercher les choses. Ou par exemple, moi, je peux arriver en disant, là, tu vois, tu as fait passer par 60, dans le cas de ma chinoise, tu fais passer par 72. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir pour passer par 73 parce que c'est le record d'Asie ou des petites choses comme ça. Après, il peut y avoir des requêtes qui vont être plus ou moins écoutées. Mais sur un meeting, l'idée, c'est d'avoir une grosse performance et que tous les gens, si je suis directeur de meeting, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde soit content et envie de revenir après. Ouais. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois chez les perchistes amateurs, pas amateurs, mais je parle pas des gens qui font leur premier saut, mais les gens qui commencent à s'entraîner plus sérieusement, est-ce qu'il y a des grosses erreurs que tu vois souvent? Dans ceux qui s'entraînent sérieusement, moi, la plus grosse erreur, c'est psychologique. C'est ceux qui commencent à s'entraîner sérieusement, ils veulent devenir sérieux, ils oublient d'être heureux. Ça, c'est la première erreur, la première chose. Si tu veux t'entraîner sérieusement, on est sérieux, mais c'est du sport, hein, tu vas pas au bagne. Donc, faut que tu te fasses plaisir, faut que tu échanges, faut que tu sois heureux. Et que tu aies une grosse ouverture d'esprit. C'est-à-dire, faut pas te poser des limites. Aussi bien, tu vas te dire, non, mais moi, je suis comme ça, je suis pas autrement. Non, essaie les choses et on verra. Et après, le plus souvent, je pense qu'il faut prendre du levier.
Tu vois, c'est des centimètres gagnés gratuitement. Ça, c'est en échangeant avec François Juillard, qui est un ancien DTN, qui était entraîneur de perche à une période à Clermont-Ferrand, et après qui a entraîné un petit peu toutes les épreuves à Clermont, qui était président du club. Et c'est un truc qui m'a marqué. François disait, mais faut prendre du levier. C'est des centimètres gagnés gratuitement. Pas toujours prendre du levier, mais dans l'idée, c'est juste. Et je pense que un athlète, une des choses les plus dures à faire, c'est prendre du levier. Parce que tu te retrouves plus loin du butoir, parce que la perche va plier plus longtemps. Donc, le plus souvent, il faut réussir à prendre du levier et après, tu prendras les perches plus dures. Et la plus grosse erreur des gens, c'est, tu touches la barre en montant, c'est penser que la seule solution, c'est de prendre une perche plus dure. Parce que tu vas prendre une perche plus dure, si c'est pour pousser plus longtemps et en fait que ta perche va pousser plus tôt et que toi, t'es pas dans le temps, ça marche pas. C'est travail en harmonie, donc toujours pas se dire perche plus dure. C'est comprendre comment il saute et trouver quel va être le moyen de pas perdre ton harmonie en sautant plus haut. Dans un autre podcast, j'ai entendu dire qu'il y avait certains muscles qu'on pouvait travailler qu'en sautant à la perche, qu'on ne pouvait pas travailler en faisant de la prépa physique. Non, tu le fais travailler d'une certaine façon. Tous tes muscles, tu peux les faire travailler. Mais il y a une façon de les faire travailler, une façon de recruter tes muscles pour créer un muscle intelligent qui ont besoin d'être fait dans le saut à la perche. Donc, en fait, tout ce que tu vas faire autour, la musculation que tu vas faire autour, la prépa physique, c'est pour arriver au saut à la perche. Donc, tu vas faire la prévention, tu vas faire travailler tes muscles sur la prévention, mais tu peux faire toute la muscu que tu veux. Si, par exemple, tu fais 6 mois de muscu sans sauter à la perche, ta première séance de saut à la perche, le lendemain, tu vas avoir mal partout. Parce que tu vas les faire travailler différemment. Tu peux travailler tes muscles, mais si vraiment tu veux les travailler au mieux pour le saut à la perche, il n'y a rien de mieux que le saut à la perche. Pour moi, il y a la muscu que tu vas faire, on va dire, dans la salle. Il y a la muscu que tu vas faire aux agrès, barre fixe, barre parallèle, espalier, corde, toutes ces choses-là, que tu vas te rapprocher un petit peu plus du saut à la perche. Et tu as le dernier où tu as le saut à la perche, où il te faut un volume de saut et tu vas faire ton muscle spécifique. Tes athlètes, tu leur fais faire combien de sauts par séance? Ça dépend de l'âge, déjà. Ça dépend du temps qu'ils ont et de la période de la saison. Mais le plus souvent, il y a des athlètes qui arrivent, on va dire, à satiété plus tôt. Ils ont plus faim et ils vont sauter pour sauter. Quand je vois que ça sauter pour sauter, ça me sert à rien. Mais ou vraiment parce que j'ai envie, à ce moment-là, c'est le début de saison, il faut que physiquement ils en prennent un petit peu plus. Ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes, dans le cas de Renaud, qui, lui, il arrivait quasiment jamais à satiété. Donc, il pouvait faire un nombre de sauts. Il y a eu des séances à plus de 100 sauts. Mais tu as d'autres athlètes qui vont arriver, au bout de 10, perdent leur concentration et ils sont plus capables de sauter. J'avais Camille Renaudet à l'époque, elle arrivait, elle faisait un nombre de sauts et il y a un moment, elle venait me voir, elle fait c'est parti. C'est-à-dire qu'elle était en bout de piste, elle ne savait plus, du tout comment sauter à la perche. Elle Ça était peut être dangereux. Le plus souvent, en fait, c'est psychologiquement dangereux, dans le sens où tu vas essayer de pousser, l'athlète, il n'y arrive plus, tu vas le pousser et en fait, tu vas l'enterrer, ton athlète. Donc, il faut l'écouter. Des fois, il faut pousser un petit peu plus, mais la plupart des athlètes que j'entraîne, on va dire dans une période assez loin des compétitions, ça va être entre 30 et 40 sauts. C'est à peu près la moyenne qu'on a. Je pense que quand tu es à 10 sauts, tu n'es pas assez parce que tu vas avoir tes petits sauts d'échauffement. Donc, ça veut dire que tu fais 5 sauts d'échauffement pour te placer. Tu vas arriver, le temps que tu trouves la bonne perche, le bon levier, que tu puisses travailler ta technique. Tu perds encore, quand tu es à ton élan que tu veux, tu as encore perdu 2-3 sauts. Donc, si tu fais que 10 sauts, tu n'as fait que 3 sauts qui vont t'apprendre quelque chose. Là, ça va pas. Ouais. Donc, il faut réussir à trouver un moyen d'en faire un peu plus. Parce que apprendre un geste, c'est de la répétition. Donc, il faut réussir à en faire plus. Souvent, au bout de 30, ils commencent à être fatigués. Et quand physiquement, ils sont plus dedans, généralement, il vaut mieux arrêter parce qu'il y a les risques de blessure. Et parce que tu apprends un geste qui est mauvais parce que tu n'arrives plus à mettre d'intensité. Mais risque de blessure ou risque d'accident? Oui, il y a ce risque d'accident, aussi bien de tomber à côté dans le butoir, ou bien quand tu n'es plus capable de faire un décollage, tu arrives un peu moins vite, tu dis je vais prendre la perche en dessous, tu n'arrives pas à décoller comme il faut, tu viens charger ta perche, elle casse, tu te retrouves avec une fracture à la main. Il ne faut pas faire le saut de trop. L'idéal, c'est qu'il ait toujours un petit peu faim après la séance, qu'il ait envie de revenir le coup d'après, mais qu'il soit arrivé à une certaine satisfaction. Et là, c'est dur parce que pour certains athlètes, ils mettent la barre de la satisfaction beaucoup trop haute. Tu peux pas, des fois, ils vont dire « Ah, j'ai pas sauté, j'ai pas réussi. » Oui, mais on est le jeudi, on a déjà fait 5 entraînements cette semaine, tu as chargé en musculation, on a fait un sprint dur la veille, c'est normal que tu sois fatigué. Des fois, ils ont du mal à l'accepter. Là, c'est du temps à passer, bien leur préparer psychologiquement avant en leur disant « Attention, ça va être dur. » Et après la séance, bien leur dire « Non, mais regarde, revenir dessus et leur donner quelque chose qui va leur donner une fierté et une satisfaction
pour dire « Ah ouais, c'est ça, rallumer la flamme ». La séance n'est pas terminée après le dernier saut. La séance est terminée quand on a fini le débriefing. Des fois, faut passer un peu de temps pour accompagner ton athlète, pour lui garder la tête au bon endroit. Une semaine type, par exemple à ce moment-ci de l'année, on est en octobre, ou la période hivernale avant la saison indoor, ça ressemble à quoi une semaine type? Il y a 9 entraînements dans la semaine. Lundi matin, souvent, en fait, j'aime bien mettre la course le matin maintenant. On fait, on va dire, lundi matin de la course. C'est aussi, dépend des jours où on a des créneaux, des sautoirs. Mais lundi matin, course. Lundi après-midi, musculation. Finir par de la barre fixe toujours. Le mardi après-midi, saut à la perche. Donc, je leur laisse le mardi matin pour se préparer psychologiquement, récupérer un peu plus de la veille. Mercredi matin, ça va être beaucoup de barres fixes, beaucoup de travail, on va dire de la gym, la musculation sur agrès à poids de corps. L'après-midi, c'est un travail de course, de pied. C'est de la course légère pour pouvoir garder un petit peu d'influx pour que le jeudi après-midi puisse ressauter. Le vendredi, idem que le lundi, dans la construction. Le matin, course, l'après-midi, musculation. Et le samedi matin, la course longue, parce qu'il faut courir. La course longue, plus ou moins longue en fonction du moment où on en est dans les cycles. Mais le samedi matin, faut courir long pour différentes raisons. Parce que, faut continuer à se faire mal. Parce que si t'es que dans la notion de plaisir ou des petits trucs un peu plus fun, non, faut que ça brûle, faut que ça fasse mal. Et aussi, de toute façon, c'est dans la répétition de nombre de foulées que tu vas apprendre des choses et que tu vas construire ton corps. Samedi après-midi, dimanche, repos. Donc ça leur laisse 3 demi-journées de repos avant de repartir sur la semaine d'après. Ok. J'ai quelques petites questions. Le saut à la perche pour les nuls. L'indice d'une perche, ça correspond à quoi? Alors, maintenant, il y a ESX qui fait différent. On va faire le plus simple possible. Tu prends la perche, tu l'approches sur les deux bouts et tu mets un poids de 10 kg au milieu. Elle va se plier. C'est ce qu'on appelle la flèche. La flexion, ça va être en centimètres. Et plus, en fait, ce nombre va être petit, plus ta perche est dure. Cet indice va varier en fonction de la longueur de ta perche, forcément. Tu vas comparer les indices sur les mêmes longueurs. On va dire si ta perche fait 4 mètres ou 5 mètres, c'est pas la même flèche. Mais donc, on connaît les différences entre les gammes de perches 4, 4,30 et toutes ces choses-là. Mais l'indice, tu accroches tes perches sur les deux bouts, tu mets un poids de 10 kg, tu regardes la flèche. Plus le numéro est petit, plus c'est dur. Un perchiste a combien de perches en général en compète? Alors, pour les filles, tu en as un peu plus parce que les perches sont plus fines, mais on va dire tu passes une dizaine de perches dans l'étui. Donc, tu as une perche, on va dire, pour faire un saut, un ou deux sauts sur 8 foulées, on va dire, pour t'échauffer. Généralement, tu as une perche pour 12 foulées. Et après, tu as une ou deux perches d'échauffement sur élan complet. Et après, tu as les autres pour te construire. Tu as certaines personnes qui arrivent avec deux perches. Une sur 8, une sur élan complet et terminé. Mais ça, c'est rare. C'est plus des décathloniens. Les perchistes, on va dire que sur la compète, tu vas monter de, on va dire, 4 perches maximum quand tu commences ton concours. Généralement, tu as la perche d'entrée en concours. Après, tu as une perche pour la barre intermédiaire où tu vas te régler. Quand ça devient haut, et tu as toujours une perche, la perche que tu n'utilises jamais en fait. Toujours une perche, la perche du au cas où. La perche que tu rêves de prendre et qu'une fois dans ta vie, tu l'as pris, mais tu l'as préparée, tu as mis à terre, elle est toute belle, et un jour, tu arrives à la prendre. Ça peut arriver de changer de perche au fil d'une saison, entre les compètes, tu te dis, bon là finalement j'ai progressé, j'ai rangé cette perche, en prendre une autre à la place? Ouais, après tu as les perches, il y a toujours des relations avec les athlètes, tu as des gars qui ont leur perche fétiche, il faudra toujours l'avoir dans l'étui. Mais souvent en fait au mois de mai, on va dire pour les interclubs, t'es pas vraiment en forme, t'as pas les mêmes perches, les perches que tu vas utiliser à la fin de tes interclubs, généralement quand tu arrives au championnat du monde, c'est à peine ta perche de début de concours. Okay. Ton étui va évoluer en fonction de la saison. Et oui, après, tu as toujours l'athlète qui a sa petite perche fétiche, ou tu as un certain qui, c'était Romain Ménic, qui avait une perche à une époque, il n'arrivait pas à la passer, elle marchait jamais. Un jour, ça l'agaçait, il l'a scié. Comme ça, il a dit, au moins, je la prendrai plus jamais. Ça coûte combien une perche? Ça dépend si elles sont en carbone, si elles sont en fibre de verre, si elles sont longues ou courtes. On va dire, une perche, ça va entre, pour la compète, pour les filles, les perches de 4,45, 4,60, elles doivent valoir, je dirais, aux alentours de 600, 650 euros. Et pour les gars, les perches de 5 mètres sont aux alentours de 5 ou, allez, on va dire les 5,10, 5,20, les plus grandes, sont, on va dire, aux alentours de 1000 euros. Tout va dépendre de la marque, tout va dépendre de plein de choses. Mais oui, c'est un sport qui coûte cher. Et c'est pour ça que c'est encore un sport où t'as pas tout le monde qui peut pratiquer. T'as pas tous les pays qui peuvent. Hein. Alors, ça coûte moins cher d'entraîner des filles que des gars, parce que déjà les perches coûtent moins cher, et qu'elles arrivent plus rapidement à la limite des perches. Que le gars, quand il va commencer, on va dire, il a 15 ans, il va commencer avec des petites perches de 4 mètres, et ça va évoluer, jusqu'à des perches qui vont à 5 mètres 20. Donc en fait, ça fait beaucoup de perches. Les filles, ça coûte moins cher que les gars.
Et tu penses qu'on passe à côté de beaucoup de talents à cause de ça? Ah Parce que ça oui, coûte trop cher? oui, oui, je pense qu'on passe à côté de talent pour plein de raisons, mais parce que de toute façon, on ne touche pas toute la population. Ça, c'est certain que bon, il y a aucun sport qui touche toute la population. La natation, c'est universel, mais pas tant que ça. Mmh. Et l'athlète, c'est universel, sauf le saut à la perche ou les sports qui ont besoin de plus d'espace. Par exemple, le marteau, il te faut quand même un stade spécial au niveau sécurité, toutes ces choses-là. Mais on touche de plus en plus. On touche de plus en plus de population, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a quelques années, je m'étais retrouvé à Dakar faire une formation pour, à l'époque, l'I2AF, et je m'étais retrouvé face à les entraîneurs africains francophones. Là, j'ai pris une calotte fantastique parce que j'arrivais, moi, de Clermont, où on a des centaines de perches à Clermont, on a les sautoirs, on a 3 sautoirs à l'intérieur, on a possibilité d'avoir 4 sautoirs à l'extérieur. Et tu arrives à Dakar où tu fais la formation où bah, ils ont rien. Et tu es face à cette première problématique. Comment faire pour avoir du matériel? Mais on perd énormément de talent, ça c'est certain. C'est quoi ton moteur comme coach? Le plaisir. Le plaisir et ouais, le plaisir. Alors le plaisir, je vais le retrouver dans le partage et donner. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment partagé parce que j'ai pas des grosses attentes vis-à-vis des athlètes parce que l'athlète par essence c'est quelqu'un d'égoïste qui veut gagner, que c'est quelqu'un qui veut prendre, et l'entraîneur, c'est quelqu'un qui veut donner. Donc, c'est deux profils différents. Et j'ai prouvé énormément de plaisir à voir un athlète sourire après une séance. Bah là, par exemple, là, j'étais en visio ce matin avec la chinoise, on a fait la séance. Après, on a discuté, je lui dis, bah, la séance s'est bien passée, mais j'aimerais te voir un peu plus heureuse à la fin de la séance. Être contente, je n'ai pas besoin d'avoir un merci, mais avoir un sourire, avoir quelque chose. Et là, elle était encore dans sa séance, il y avait d'autres choses, mais le moteur, c'est pas la gagne, ça va être voir un athlète qui est heureux, qui a les yeux qui brillent et se faire plaisir. Comme quand j'ai arrêté, ça s'était arrêté avec Renault, une des premières choses que j'avais fait, c'est que j'étais revenu, quand revenant sur Clermont, avec les jeunes, j'avais demandé de prendre l'école municipale des sports, où c'est des gamins de 10 ans qui vont sauter à la perche. Parce que il y a rien de plus beau de voir un gamin s'amuser. Et ça, c'est fantastique. Ouais. Et tu vis pas mal le fait de savoir que si ça se passe pas bien pour un athlète, la fédé va potentiellement te dire que c'est ta faute à toi et que c'est toi qui vas être remercié. Oui, mais j'ai perdu mon job en France en gagnant un titre olympique. Donc en fait, le résultat m'importe peu. J'ai pas cette crainte-là parce que j'ai pu perdre des athlètes ou mon job parce que j'avais des résultats ou parce que j'en avais pas. Donc au bout du compte, tu sais que tu es sur un siège éjectable et le jour où on a envie de t'éjecter, on t'éjecte. Toutes les excuses seront bonnes. En Chine, là, pour l'instant, je ne sais même pas comment ça va se passer dans quelques semaines. Le président est en train de changer. Les résultats du saut à la perche n'ont jamais été aussi bons. Il n'y a pas que moi qui entraîne, mais la dynamique a été créée. Il y a des choses qui sont mises en place. Le cas de Chine qui progresse, elle a raté ses championnats du monde, mais elle a progressé. Mais si le nouveau gars, je suis pas dans les petits papiers, je me fais sortir. Ça fait partie du jeu, donc en fait, j'ai pas de pression sur le résultat. Je veux que mon équipe, les gens avec qui je travaille, aussi bien les athlètes que les gens qui sont autour, hein, on soit heureux et que ça se passe bien. Après, s'il y a quelqu'un qui veut nous mettre des bâtons dans les roues, ils nous les mettront. C'est pas grave, ça m'importe pas. J'ai pas à me lever le matin en disant faut que je gagne, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Bon, si ça se passe mal, je perds le job, je trouve autre chose. À une époque, tu t'avais dit que tu voulais accompagner le premier chinois, le premier asiatique à plus de 6 mètres. C'est raté. C'est raté, Ernesto Biena l'a fait. Ouais. C'est quoi l'objectif maintenant? L'objectif, la perche féminine, c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant parce que c'est beaucoup plus compliqué, plus complexe que d'entraîner un garçon et que je me dis qu'une petite médaille au niveau international avec une fille, ça serait sympa. Pour l'instant, j'ai Seito, j'ai envie s'il peut faire quelque chose de très très gros et je me donne à fond. Mais si je pouvais avoir dans ma bucket list une médaille internationale avec une fille, internationale, quand je parle internationale, c'est championnat du monde ou Jeux Olympiques, ça me plairait bien. J'ai Kadrushine qui a fait 8e des Jeux Olympiques de Tokyo. Si elle pouvait aller chercher une médaille, ça me plairait bien. C'est le truc qui me fait lever le matin et qui me fait plaisir à entraîner, à arriver sur un stade parce que je me dis que ça peut être sympa. Et j'aimerais bien en plus reconstruire une équipe de jeunes, comme j'avais fait dans les années 2000 quand j'étais jeune. Mais pourquoi tu dis que c'est plus difficile d'entraîner des filles? Parce que, déjà, les filles, tu peux pas dire, vas-y, prends plus dur, tu peux pas jouer sur la force. On n'a pas besoin de force pure pour faire du saut à la perche. Pour un gars, tu arrives à construire physiquement un perchiste qui va sauter plus de 6 mètres sans avoir à vraiment faire de la musculation. Tu vas faire la musculation pour le rendre plus rapide, mais t'as pas besoin de le rendre plus fort. Tu te plantes dans la prépa physique d'un gars,
Ça changera pas grand-chose. Renaud, quand il a fait la première fois 6 mètres, il faisait à peine 80 kg en développé couché. Mon dos, c'était pareil. Et je pense pas que mon dos, ce soit quelqu'un qui fasse 120 ou 130 en développé couché. C'est pas, il lève pas lourd en squat, en jambes, ou autre chose. T'as pas besoin, c'est quelque chose qui t'arrive facilement. C'est facile parce que ils ont plus de masse, parce que techniquement, ça va rentrer plus facilement. Et c'est des gars les gars réfléchissent peu, on va dire. Ils foncent, c'est des fonceurs. T'as des filles qui vont avoir ce côté fonceur, mais les filles sont plus réfléchies. Tu peux pas rater un plan d'entraînement sur une fille. Si tu rates ta programmation, tu le payes cash. Les filles, c'est plus compliqué parce qu'il faut comprendre que hormonalement, tous les mois, vous avez des fluctuations, il y a des choses, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que tu risques la blessure, et il faut prendre en compte parce que tu risques de la cramer psychologiquement parce que elle est pas prête pour ça. Il y a déjà 3 perchistes qui ont participé au podcast, Mondo, Oli Bradshaw et Jean Galfion. Je voulais qu'on revienne juste sur quelques petites choses qu'ils ont dites dans l'épisode et que tu me donnes ton avis. Mondo, il a dit que souvent quand il tente des records du monde, c'est avec des perches qu'il n'a jamais utilisées avant. Est-ce que c'est une exception? Ou est-ce que... Bon, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui tentent des records du monde, certes. Souvent, en fait, quand tu tentes ton record, c'est avec ta plus grosse perche ou la perche, une perche très dure. Après, Mondo, qui est toujours en progression, il utilise des perches plus dures tous les ans. Donc forcément, c'est l'évolution du truc. Le cas, par exemple, des Chinois, eux, ils vont vouloir sauter avec les perches qu'ils ont en compétition, ou des perches qu'ils maîtrisent très bien. Donc le moment où tu vas tenter un gros record, il faut pas leur faire changer de perche. Parce que là, ça va les déstabiliser. Mondo, c'est quelqu'un qui a faim, et quand il a le record, c'est son moteur. Lui, il va pouvoir prendre plus dur, il va pouvoir essayer des choses. Le cas, Renaud, il n'a pas fait le record du monde avec moi, donc je peux pas vraiment dire, mais Renaud avait quand même besoin, entre ses premiers 6 mètres, en fait, là, il avait essayé une nouvelle perche, mais après, il n'a pas vraiment accepté de prendre plus dur, où on a pris, le jour où il prend plus dur, il fait 6,03 à Paris. Mais il voulait pas aller vraiment plus dur, parce que il avait besoin de contrôler ses perches, c'est quelqu'un qui était plus dans le ressenti. Que Mondo, il attaque, c'est vraiment quelqu'un qui attaque et qui aime sentir des perches bien dures quand même. Il peut aller jusqu'où, tu crois? Moi, je donnerais pas de limite parce que je suis pas quelqu'un qui va donner des limites. J'espère qu'il va pas s'arrêter. Mais il y a un moment, ça devient de plus en plus dur parce que le jour où, pour moi, les 6,30, il est en train un jour ou l'autre. Le jour où il va tenter les 6,30, il faut quand même qu'avant, il ait fait un saut entre 6,15 et 6,20, ce qui est anciennement l'ancien record du monde. Donc ça, c'est compliqué par rapport à ça. Je pense qu'il va arriver à un moment où il va tenter des grosses choses. Parce que je pense qu'au fond de lui, il n'a pas envie de faire comme Boubka, c'est-à-dire se satisfaire de quelque chose et toute sa vie se dire qu'il n'a pas tenté le truc impossible. Et qu'un jour, il y aura quelqu'un derrière qui va le croquer. Donc je pense qu'il va essayer un moment de mettre le record à un endroit, à une hauteur pas possible. Il va continuer à progresser jusqu'à ce que forcément il ait des pépins physiques ou autres, mais il continue à progresser, il apprend des choses, donc ça c'est intéressant. Il met à peu près 2 cm au record du monde tous les ans, c'est son rythme. Donc je pense que 6,30 ça sera faisable, et plus c'est envisageable. Après, on ne sait pas ce que la vie va lui offrir, mais c'est envisageable plus de 6,30. J'en suis certain. Après, forcément, il ne va pas sauter 6,50 m. Il sera, mon avis, sans poser de limite, on va dire entre 30 et 35 en fonction de comment vont se présenter les choses. Je vois pas pour l'instant. Physiquement, si le corps y tient, il n'y a pas de limite parce que de toute façon, il apprend tous les ans. Il aura forcément des années où il ne va pas battre le record du monde. À un moment ou à un autre, ça va être un peu plus compliqué. Et il peut se retrouver comme cette année, des moments où il est en super forme et la météo ne suit pas. Ouais. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué, mais moi, je ne pose pas de limite. Je pense que plus de 6,30. Mondo était le premier perchiste sur le podcast. Après, j'ai eu Oli Bradshaw. Elle expliquait que quand elle a commencé à s'entraîner avec son coach actuel, Scott Simpson, il a été très surpris de se rendre compte qu'elle connaissait rien aux différents indices de perche. Elle parlait juste, je vais prendre la perche rouge et verte, et puis ou la jaune et bleue, etc. Et que Scott lui a dit, non, il faut comprendre. T'es plutôt d'accord avec Scott qu'il faut que les perchistes comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font? Ouais, faut connaître ta discipline. Mais faut pas intellectualiser les choses.
Scott, il est vraiment dans il faut que le vent soit parfait, il faut que il va donner le vent, les quarts de main, c'est au centimètre près, c'est tout millimétré. Il faut pas être dans le contrôle maximum, mais il faut connaître ta discipline, il faut connaître ton sport. Dans le cas de ma chinoise qui au début elle avait pas tout, ben, on a quand même été aux États-Unis, ça faisait partie de l'apprentissage. Quand on était aux États-Unis, on a été 2 fois, on a été une fois à Reno parce qu'il y a le Pole Summit à Reno où tu as une quinzaine de sauteurs de perche au même endroit, tu as des milliers de sauteurs et tu as des milliers de façons de sauter différentes. Où j'avais envie qu'elle voit ce que c'est que cette espèce de grande fête du saut à la perche avec les conférences qui y a autour et tout ce qui y a autour. Et on est allé au Texas chez Altius. On avait un stage parce qu'on voulait échanger avec Jennifer Schur, venir s'entraîner avec elle. Mais en même temps, c'est là où ils fabriquent les perches. Donc, elle a pu voir comment étaient construites les perches, comment était le matériel. Elle a pu toucher, elle a pu se rendre compte et comprendre toutes ces choses-là parce que quand tu fais du saut à la perche à haut niveau, faut comprendre ces choses-là. À un moment où les perches ne sont pas construites de la même façon, il y a ce qu'on appelle, on va dire en traduction française, la voilure, qui va faire qu'une perche va plier plus ou moins haut, pousser plus ou moins tôt. Et quand moi je vais lui demander certaines choses, elle va pouvoir le comprendre. Quand Scott va demander les indices à Holly, faut qu'elle comprenne la différence d'indices pour savoir pourquoi on va régler les poteaux différemment, ces choses-là. Les indices, c'est aussi les indices entre des perches de 4,45 m ou des perches de 4,60 m qui vont réagir différemment, ou comment on va les construire. Je pense qu'il a raison, mais il ne faut pas intellectualiser trop les choses. C'est un sport mécanique, il faut que tu connaisses la mécanique. Ok. Et le troisième perchiste que j'ai eu, c'est Jean Galfion, qui m'a beaucoup parlé de sa relation avec Maurice Souvion. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus marqué. Dans l'interview, on voit le respect et toute la gratitude qu'il a envers Maurice Souvion. Qu'est-ce que t'inspire leur binôme? Je pense que c'est pas de la jalousie mais j'aimerais bien arriver à voir ça. J'ai des athlètes qui n'a pas été jusqu'au bout, on va dire, de la carrière. J'ai le cas d'Hortense Cuillot, une des premières filles que je qualifie au championnat du monde en junior. Et on a eu un parcours où cette jeune fille avait commencé la perche à 11 ans avec moi, et il y a eu tout le parcours, comment elle s'est construite, avec ses problèmes dans l'environnement, les problèmes qu'elle a pu avoir autour. Maintenant, elle a arrêté il y a 30 ans, elle a arrêté juste après, un peu après junior, parce qu'elle est tombée malade, qui a fait que la perche, ça devenait plus la priorité, parce qu'elle avait des problèmes de santé. Mais c'est quelqu'un qui, au moins toutes les 2 semaines, je l'ai en message. Et c'est quelqu'un en qui j'ai énormément de respect, même si, si on peut pas vraiment comparer avec Jean parce qu'elle a pas été championne olympique, mais elle a été championne de France, elle a fait des choses qui font que, à son niveau, elle a eu une belle carrière, et on garde toujours des liens. Donc c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui me parle beaucoup, parce que j'ai envie de continuer à discuter. Par exemple, là, j'ai le cas de Shangri, le chinois, détenteur du record de Chine. Régulièrement, on discute en message. Et c'est des choses où je pense pas que tu aies réussi ton boulot d'entraîneur s'il y a rien qui se crée après. T'as pas créé des liens. Ça sert à rien. La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. C'est ce que j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, le côté universel, parce que j'adore. Enfin, pour moi, dans ma pratique, c'est rencontrer des gens aussi bien des Français, et discuter avec eux, partager ce moment-là, et rencontrer, je vais me réveiller un jour en Pologne, le lendemain, je vais me réveiller au Japon, j'en sais rien, et rencontrer des gens. Là, par exemple, j'étais il y a 15 jours au Japon avec Seito. C'est une famille japonaise qui est passionnée. La jeune fille, elle saute 3,80. Son papa, il a construit une halle pour elle, et on est là, on est en train de s'entraîner. On est accueillis comme si c'était notre famille. On partage des choses fantastiques avec eux, ou avec Jennifer Schur. Jennifer, on s'est retrouvés au Texas ensemble, mais elle est passée un peu de temps à Clermont-Ferrand avec nous. On a échangé, et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, parce qu'elle a eu des problèmes dans sa carrière, comment elle est revenue, comment elle a pu faire les choses, et on continue à échanger régulièrement, et ça c'est génial que je puisse échanger avec des copains brésiliens ou des copains africains ou australiens, ça c'est génial. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais pour l'athlétisme, parce que l'athlète, c'est pas que les gens qui vont être sur le terrain, c'est pas que le champion qui va ramener la médaille, c'est toi tout ce que tu as pu faire pendant des années, et pour moi j'ai toujours trouvé ça fantastique, qui avec tes propres deniers, tu allais sur les grands championnats faire bénévole, te mettre au service des athlètes, te mettre au service des fédérations, et pas regarder si tu as été bénévole, tu as été attaché pour la Suède, pour la Belgique, pour
plein d'autres pays, et tu donnes à fond à chaque fois, et tu regardes pas si c'est le champion olympique ou si c'est le dernier de l'équipe. Tu donnes à fond, et je trouve ça fantastique. Est-ce que tu vas permettre à tous les autres, tous les petits athlètes dans les clubs, d'apprendre sur l'athlétisme, sur leur sport, sur cette passion. Donc moi, ce que je suis à dire quelque chose, c'est merci. Oh bah, avec plaisir, avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci Damien d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, s'il vous plaît, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez également me proposer des invités et soutenir le podcast via les liens disponibles dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.